Game Over, une présentation de Baseball Québec. Enfin oui, c'est terminé. Qui monte sa petite et gagné avec ta balle Bichette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Game Over. Encore une fois, les trois, on est à distance avec nos beaux horaires de fou. Roger est à la maison, Eric, évidemment, est à Phoenix. Et moi, si on se pose la question, je suis présentement dans le bureau du comptable du Centre des loisirs de Capus Casing dans le Nord. Je vous défie de battre ça, s'il vous plaît. Fait que j'aimerais ça vous expliquer ce qu'il y a derrière moi, mais ça ne m'appartient pas, fait que je ne le sais pas. Et aussi, je reviens, on va en parler plus tard parce que j'ai fait un voyage de baseball. Puis après ça, j'ai été la chance d'aller en Californie pour le travail. Mais j'aimerais ça qu'on souligne mon UCLA, Jackie Robinson, vintage. Wow. Man, j'ai trippé parce que pour ceux qui ne savent pas, Jackie Robinson a joué à UCLA avant de signer avec les Dodgers. Fait que je me disais, petit clin d'œil. Qu'est-ce qu'il a fait à UCLA aussi? Il a joué au football aussi en même temps. Il a pas le droit de ça? Athlétisme? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Exact. Et son frère avait participé dans la course en Allemagne, que Jesse Owens a gagné. Oui, c'est sérieux? Vrai, c'est vrai. Wow. Écoute, c'est ça que j'aime avec vous deux, puis surtout Roger. Quand on ouvre la porte, Roger avec une information, une bibliothèque au complet. Et man, c'est tellement beau, j'étais vraiment pas au courant que le frère de Jackie avait été en Allemagne. Donc, je me trompe pas, il a fait aussi le basketball. Parce que, aux États-Unis, tu as 4 letters, hein? Tu as une lettre pour chacun des sports de pratiquer. Puis lui, c'est un 4-letter graduate. Man. En fait, ça serait une discussion pour un autre podcast à un moment donné, mais tu sais, je trouve qu'on n'encourage pas assez les jeunes à diversifier justement leur activité sportive. Pas à faute du jeune. Non. C'est souvent des parents qui veulent aller au bout de leur rêve. Quand tu fais du hockey, du baseball, comme exemple, 12 mois par année, c'est bien dur de faire un autre sport. Ouais, ben on dirait qu'il y a une espèce de prise d'otage avec les espèces de camps d'été, il faut continuer, il faut que tu t'entraînes dans la saison. Mais tu sais, moi, Dave Winfield avait été repêché par les 3 sports majeurs. Il avait été repêché par la NBA, par la NFL. Ou la NFL s'était retenu parce qu'il avait déjà dit qu'il jouait au baseball, mais il était supposé de partir. En tout cas, ça se peut même qu'il ait été repêché, puis évidemment, bon, c'est ce qui est arrivé dans le baseball. Il a toujours dit. Mais il a toujours dit, la plus belle chose qu'il a faite, lui, c'est de diversifier. Parce que chaque sport sollicite le travail de tes muscles différemment. Tu sais. Tu vas au Centre Bell, OK? Tu vas au Centre Bell dans les corridors. Avant le match, les joueurs, ils jouent à quoi? Ils jouent au soccer. Au soccer, ben oui. Exact. Mais c'est ça, c'est veux pas, les muscles, là, si tu fais la même muscle tout le temps, puis tu fais d'autres choses, veux pas, c'est brain, puis muscle activation, c'est différent. Tu joues tous les sports, c'est là. On disait c'est la faute à qui? C'est la faute aux fédérations, c'est la faute aux parents qui ne voient pas la valeur de jouer dans d'autres sports que de jouer au basketball. Moi, je m'entraînais à jouer au basketball, je jouais à tous les autres sports parce qu'à un moment donné, veux pas, toutes les activités que tu fais, tu lances de la droite tout le temps, mais il faut t'offset ça un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans. Ben, c'est surtout que je pense que les parents, je ne veux pas juste blâmer les parents, mais dans le sens que tu as un kid qui joue 2 lettres, double lettre, qui a peut-être la chance de te faire midget espoir, 3, peu importe. Tu dis, je vais te faire jouer au baseball. Mais pendant ce temps-là, les autres vont à un camp d'été. Vous savez, les gars, là, si le sport est si bon 12 mois par année comme ça, on irait à l'université 12 mois par année. Puis les blessures, on oublie les blessures aussi, là. Si on veut juste avec la longévité, les blessures, les choses comme ça. C'est la job des dirigeants au top, à Baseball Québec, à Hockey Québec, toute la gang qui fait. Les cédules, c'est normal, les parents, ils veulent tout que les joueurs, ils veulent tout que le fils perce, ils veulent que tout le monde réalise leur propre rêve, mais veut pas, les jeunes, ils trouvent qu'il manque un tournoi l'été où ils sont pas là à une autre place, puis les autres sont toujours là. C'est un petit peu le faux mot, là, fear of missing out. Ben exact. Les parents ont une responsabilité, mais aussi, c'est les organisations qui font ça aussi. Moi, mon gars, il joue au hockey. S'il ne joue pas l'été, il est en retard de 2 mois, de 3 mois, tout le monde est là. Mais il n'est pas en retard. C'est juste qu'il n'a pas travaillé au hockey. Mais mentalement, il est encore plus avancé que les autres jeunes parce que veut pas, il n'est pas fatigué. On a des burn-out de jeunes à 14, 15, 16, 17, 18 ans qui ont joué toute leur vie au baseball, qui n'ont rien d'autre fait d'autre chose. Tu n'as pas vraiment d'autres habiletés à faire, puis ton cercle d'amis, c'est le même aussi. Fait que, moi, je serais un parent, j'essaierais d'envoyer les joueurs, mes enfants dans tous les sports. J'ai fait l'erreur de ne pas faire ça avec mes enfants. Ils ont le temps été, j'ai donné le choix, mais je pense que c'est la responsabilité des parents, puis aussi des fédérations, puis
des travel balls et toutes les choses comme ça. Je vais t'en nommer 2 joueurs. Un du Québec, Lucien Deblois. C'est tout un receveur au baseball. OK? Les Expos ont voulu le signer. Il est allé au hockey, il ne s'est pas trompé. Il a mis Denis Potvin. Je pense que c'était pas pire au hockey. Je pense pas pire. Mais lui aussi, il joue au baseball comme joueur de premier but. Tom Glavine. Tom Glavine. Glavine est méchant en 4e ronde par les Kings. Oui, mais. Regarde, les athlètes les plus intéressants qu'on a regardés dans notre vie, nous autres, c'est des Bo Jackson. Aussi, moi, j'ai affronté Deion Sanders. Ça, tu regardes jouer, puis ça, c'est le domaine. On va parler sûrement de Tanner un moment donné. Hein? Mais oui, c'est Il y a des bonnes chances. Mais en fait, juste parce que ce que je trouve triste, c'est que. Ouais. Non, mais tu sais, je regarde mon gars joue Bantam A cette année, première saison, je suis quand même fier de lui. Puis c'est drôle parce que, tu sais, le 3A regroupe tellement de régions parce qu'il y a moins de participation dans ce coin-là. L'horaire est tellement de fou que c'est même plus une décision de baseball, mais plus une question de logistique. Je pense que le talent pourrait être borderline, qui aurait peut-être pu faire le 2A, mais il a joué dans le A. Et ça a été une saison hyper difficile parce que déjà, les meilleurs joueurs ont déjà fait le choix entre le hockey et le baseball. Ils sont obligés de se consacrer. Ils ont 15 ans, là. Mm-hmm. Et ça a été, honnêtement, là, ils ont perdu plein vraiment de joueurs. Parce que souvent, quand tu joues, ceux qui sont bons au hockey sont bons en général dans les sports en général. Et donc, ils ont perdu énormément de bons joueurs parce que déjà à 15 ans, la pression était si tu veux jouer au hockey et espérer te rendre justement à Midget Espoir 3 et continuer, il faut que tu fasses. Man, tu peux pas prendre ce genre de décision-là à 14-15 ans, c'est injuste. Il n'y a pas un joueur, il n'y a pas une personne, pas un enfant à 14, 15, 16 ans qui peut dire que ça va être, il va être garanti de se rendre un pro. Là. Il n'y a pas personne. Si le monde qui dit ça, mais ils n'ont aucune idée c'est quoi du scout, ils n'ont aucune idée c'est quoi grandir, puis l'évolution d'un joueur à 15 ans. Oublie ça. Premièrement, mentalement, tu n'as aucune idée où ce que tu es. Tu ne sais pas panter, tu fais juste grandir, puis tu découvres plein de choses, des amis, des choses comme ça. C'est tellement une grosse valeur. Mais si tu es juste concentré sur un sport, tu n'as aucune autre avenue, c'est dangereux. C'est dangereux pour les jeunes. J'ai coaché contre une équipe de balle, puis oui. Après ça, Bantam, qui n'était pas trop bonne, mais gagnait toujours au hockey puis au baseball. Il y avait un ami Bergevin. Il y avait un ami Daigneault. Et un autre gars, c'est quoi son nom? Mario Lemieux. Mais non. Mais oui, mais c'est ça. J'ai coaché contre eux autres, puis oui, au hockey, puis je jouais au baseball contre nous autres après ça. Je pense qu'ils ont percé, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'ils ont percé. Non, mais joke à part, ben là, je pense qu'un gars comme Lemieux, je pense que déjà, puis oui, on savait, tu avais encore une bonne idée. Il aurait fallu vraiment qu'il trébuche d'une façon grave. Je suis pas d'accord avec toi. Je ne veux pas nommer d'autres joueurs que j'ai vus qui étaient aussi talentueux que lui, puis oui. Ah, ouais, hein? Ben oui, puis oui. Ouais, OK. Non, mais c'est ça que j'adore, mais exactement. Donc, tu sais, anyway, puis au bout de la ligne, je pense que ça doit être la. Tu ne penses pas que je parle de Bantam Midget, là, mais je te parle de Pee-Wee. Non, là, je pense que là, rendu à Midget, à un moment donné, puis Junior. Il faisait 2 sports pareil. Ben, exactement, on le répète. Puis, tu sais, je le répète, mais tu sais, les fédérations ne vont jamais s'entendre. Déjà tu sais, je veux dire. C'est déjà une guerre de clics à l'intérieur des organisations. Fait qu'imagine pour 2 fédérations de venir ensemble se parler. Oublie ça, regarde, on rêve, mais bon. C'est pour ça que moi, je le dis et je ne m'attannerai pas de le dire. J'ai hâte qu'on fusionne comme il faut la balle molle avec Baseball Québec. Pourquoi? Que nos jeunes filles qui jouent au baseball puissent pratiquer la balle molle aussi. Parce que le baseball n'est pas encore assez majeur aux États-Unis. Il l'est présentement. Là, c'est surtout le fast pitch. Ils sont prêts à jumeler les deux ensemble, pourquoi pas? C'est impressionnant le fast pitch. Moi, j'ai écouté le College World Series américain de fast pitch. Man, si j'avais été au bâton, j'aurais eu de l'air ridicule. Faire affaire avec toi, là. Va voir les équipes du Québec, là, puis bonne chance. Ah, mais j'en doute pas. Puis, non, puis à travers ça aussi, tu sais, comme tu dis, le jumelage. En tout cas, ça. Moi, j'ai une question jusqu'à temps qu'on m'accorde ce rêve-là, mais tout devrait passer par le secondaire comme aux States. Fait que tu pourrais pratiquer le football l'automne, le basketball l'hiver, l'athlétisme, la balle molle, la gymnastique, puis le baseball. Peu importe ce que tu fais. Max, toi, tu disais que tu ne penses pas que les fédérations viendraient ensemble pour s'aider par rapport aux cédules, des choses comme ça. Pourquoi ils ne font pas ça? Parce que, premièrement, c'est un service. Tu sais, c'est pas pour profit, ça, là. C'est des fédérations du baseball Québec. C'est pour l'aider, dans le fond, c'est pour la grandeur, de faire épanouir le sport partout au Québec. C'est pas juste épanouir le baseball ou le hockey ou le football. C'est vraiment... surtout au Québec. Au Québec, on a la chance. On a Max, ça marche. Tu veux savoir un petit peu plus que nous autres, Roger, comment ça marche un peu, mais tu sais, il me semble que c'est pas compliqué. C'est quoi comme les jeunes ont besoin? Le problème que tu as, Eric, à un moment donné, les 2 saisons arrivent en même temps. Il y en a une qui finit, puis l'autre qui s'amorce.
Et le jeune est menacé. Si tu ne viens pas à nos pratiques, tu ne feras pas l'équipe. Tu ne viens pas à nos pratiques. Oui, mais c'est ça, il est menacé. C'est qui fait les cédules? C'est la Fédération de baseball au Québec qui run la show complet. La Fédération de baseball au hockey, c'est eux qui run le show complet. Tu le vis aux États-Unis. Tu le vis aux États-Unis. Oui, mais aux États-Unis, oui, mais gars, aux États-Unis, c'est différent au baseball. Mais je veux dire, au baseball, le sport universitaire, c'est différent parce qu'on peut dire que c'est pour profit à cette heure-là. Mais au Québec, on n'a pas de profit. Universitaire, c'est la même chose. Mais ton high school programme. Pourquoi on ne le fait pas comme il faut au Québec si on est capable, on a la chance de faire ça? On n'est pas attaché aux universités. On n'est pas attaché à aucun système. Là, nous autres, c'est un sport loisir. C'est pas compliqué. Là. C'est ça qu'on est, la Fédération Québec. Puis la mission de Baseball Québec, la mission de Hockey Québec, la mission de Football Québec, toutes les autres, la mission, c'est pas juste de faire grandir leur sport, mais s'ils se mettent tous ensemble de faire grandir le sport en général, ça va aider tout. Parce qu'ils vont dire, par rapport au le sport mental, les choses comme ça l'aiderait ça aussi. Parce que veux pas, à 15 ans, que tu n'as aucune affaire de sport, que tu ne peux plus jouer au sport parce que tu étais juste concentré dans un sport, mais ça l'aide pas un jeune mentalement, ça le détruit. Il n'y a aucune place à y aller. Veux pas, si on regarde la grosse vision, à la place de juste regarder chaque besoin de moi, que moi, ce que je veux, parce que ma job, c'est de faire grandir mon sport. C'est ça un petit peu, c'est ça qui est un petit peu niaiseux. Je trouve qu'on ne s'assied pas normalement. On parle, OK, gars, c'est sûr que ça va un moment donné, il va y avoir des. Mais si tu t'entends, gars, à 15 ans, 16 ans, OK, mais à 17, 18 ans, 19 ans, là, c'est différent un petit peu. Mais quand ça commence un petit peu avec les fédérations, là, mais les aider, c'est sûr que ça va, à un moment donné, le hockey au Québec, c'est beaucoup plus gros que le baseball. C'est normal, je comprends qu'il va commencer par ça, mais on a quand même de s'entendre, OK, on n'essaie pas d'empiétrer un sur l'autre, c'est ridicule un peu. Mais pourquoi qu'on ne fait pas ça? On a le choix, on a la chance de faire ça au Québec. Tu sais, quand tu parles de hockey, baseball, il ne faut pas oublier le soccer, c'est encore plus gros. Oui, exactement. C'est tout des sports. Le soccer, avant, c'était un beau sport de participation. Là, il est rendu un sport d'élite. Et tout à l'heure, il va être aussi sérieux parce que nos jeunes vont avoir des bourses d'études partout. Mais pour venir au point que tu vis aux États-Unis, que j'ai participé dans différents programmes, c'est que tu ne joues pas au baseball à l'année longue, tu ne joues pas au football à l'année longue, tu ne joues pas au basketball à l'année longue. Tu as une période de temps que tu vas pratiquer ce sport-là à l'école. Tu as une période de temps. Mais nous, c'est un sport que tu pratiques, point. Même à l'école. Mais en fait, parce qu'on parlait des fédérations, puis tu me diras si je me trompe, Roger aussi, mais c'est parce que le plus que tu as de kids qui s'enregistrent dans ta fédération pour pratiquer ton sport, plus le financement est là aussi. Fait que c'est là aussi que ça devient une chicane d'argent. Je me trompe-tu quand je dis ça? Mais le financement, ce n'est pas la fin du monde. Là, parce que les programmes scolaires, là, malheureusement, le programme de financement, il n'est pas là pour aider nos jeunes autant qu'on veut. Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Je vais vous donner deux statistiques. Une, au niveau secondaire, la moyenne de réussite est meilleure lorsqu'un jeune ou une fille, un gars, fait quoi? Pratique un sport. Ouais. Le sport étudiant universitaire à l'Université de Montréal, la moyenne de réussite est supérieure à la moyenne de réussite de tous les autres élèves dans le sport. Mais c'est parce que c'est un moyen de décompresser, c'est un moyen de vider le cerveau. Les athlètes de l'Université de Montréal, on forme plus de médecins, on forme plus de professionnels, les docteurs, masculins, féminins, qui ont sorti du programme de sport. La moyenne est supérieure à la population d'étudiants et étudiantes. Parce que moi aussi, la raison du pourquoi aussi, c'est parce que c'est la discipline, des choses comme ça, travailler en équipe, des choses comme ça. C'est beaucoup de choses que le sport apporte aussi. Puis la détente aussi, tu sais, mentalement, elle veut pas. Oui, c'est ce que d'autres je dis. choses à penser, ça l'aide énormément. Mais moi, pour un petit peu, vraiment que j'ai bâché un peu la fédération, mais ça serait plus facile j'ai rien de repenser parce que, tu sais, à chaque école veut que chaque sport soit du succès. Tu sais, c'est normal, tu n'as pas le choix, mais tu essaies d'aider le sport un peu. Ça serait plus facile, comme tu disais, Max, d'avoir tout encadré exactement comme aux États-Unis, mais avec un petit peu l'infrastructure de Baseball Québec ou de toutes les fédérations. Tu sais, ça serait-tu un bon hybrid model? C'est plus facile de faire ça comme ça, tu sais? Mais on le voit aux États-Unis, c'est rempli de kids qui réussissent à pratiquer plus qu'un sport. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'école, les coachs se parlent, l'horaire est fait en sorte qu'on est capable. Oui, c'est sûr qu'il y a un empiète sur l'autre par certains moments, mais comme Roger a souligné, en fait, ce qu'on ne voit pas là-bas, c'est la menace de écoute, si tu ne viens pas à nos pratiques de basket parce que tu es en finale de l'État aussi, de Washington, t'es out, tu comprends-tu? Je pense que quand c'est à l'intérieur de la même école, il y a plus une discussion que quand c'est des fédérations indépendantes. Bravo. C'est moi. Bravo. Hey, on pourrait partir là-dedans certainement pendant très longtemps. Mais soyez encouragés. Ça fait 40 ans que je me bats.
Il n'est pas encore réussi. Soyez encouragés, là. C'est pas Au moins, on en parle. Au moins, on en parle. Et qu'est-ce qui est plus drôle, là, juste, c'est tes rencontres, là, tu jases avec les gens. Très bonne idée. Ouais. Mais c'est une Et bonne c'est idée. là que ça arrête. Au moins bonne. On va y arriver. Écoute, à force d'en parler, Alex, je dis, gars, honnêtement, si le podcast Game Over m'en fait une différence là-dedans, ça sera un grand moment de fierté. Mais parlons-en, puis il faut que les parents en soient conscients. Écoute, moi, j'avais même été approché, je ne dirais pas par qui, mais pour justement aller faire des conférences, pour un peu sensibiliser cette espèce de, justement, de multiplier, en fait, de diversifier son sport, de participer évidemment de un sport, parce que comme on le dit, c'est le social que ça l'aide, c'est la tête que ça l'aide. Pour supporter ton point, je me répète, mais quand tu es aux études, d'être capable de t'oxygéner le cerveau. Anyway, regarde, qui peut s'ostiner contre être en forme? Fait que c'est à suivre. Je pense pas qu'on allait passer autant de temps là-dessus, mais. Il y en a 2 sur 3 qui sont en forme. On laisse les gens deviner. Les commentaires, s'il vous plaît. Pas un mot, s'il vous plaît. Pas un mot. Hey, écoutez, on est rendu évidemment, écoute, quasiment à la fin septembre. Je pense que ce qu'on va voir en série, c'est pas mal clair. Honnêtement, je suis un peu déçu. J'aurais pensé qu'il y avait plus d'équipes dans la course présentement. Je pense que c'est plus... Baltimore. Hein? Surtout Ouais. Baltimore. Quelle dégringolade! On te dit qu'on n'a pas d'attente. Tu ne nous croyais pas. On te dit qu'on n'a pas d'attente. Hey, ils vont faire les séries. Puis de toute façon, je veux dire, l'important, c'est de faire les séries. Parlez-en aux Rangers du Texas. Ils ont fait des séries. Ils ont fait un wild card l'année passée. Puis ils ont gagné la série mondiale. Fait que... Mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, je le sais. Ces temps-ci, mais là, déjà, quand à la fin septembre, il faut que tu trouves un nouveau releveur numéro 1 pour fermer tes matchs. Pour finir tes matchs. Non, c'est pas un bon timing à ce temps-ci de l'année quand faut que tu poses des questions de qui est capable de protéger une avance de 1 ou 2 points. Là. Mais j'aurais espéré voir plus d'équipes parce que là, je pense qu'évidemment, du côté de la nationale, c'est pas mal entre les Braves et les Mets. Puis là, je pense vraiment que les blessures des Braves. L'Arizona. Mais l'Arizona, moi, je pense que l'Arizona est presque garantie tant qu'à moi de participer. Regarde, un match et demi, monsieur. Mais ils ont un swagger. Ils ont un swag présentement, là, je veux dire. Là, ils se rappellent c'était quoi. Là, on dirait que, tu sais, c'est comme quand tu retournes au restaurant que, tu as déjà visité, tu dis, ah oui, c'est vrai, j'ai commandé ça, puis le goût te revient dans la bouche. Là, ils sont en train de pogner le goût de la série mondiale à laquelle ils ont goûté l'année passée. Moi, tant qu'à moi, l'Arizona sont là, c'est clair. Comme j'ai dit, je pense que ça va se passer entre les Braves avec les Mets, puis les Mets semblent avoir un léger momentum, en tout cas, pour l'instant. San Diego, je pensais que San Diego aussi allait réchauffer un peu plus les Dodgers. Ils sont à 3 matchs les Dodgers. C'est pas la fin du monde, mais je ne vois pas les Dodgers trébucher à ce stade-ci de l'année. Et du côté de l'Américaine... 3 matchs, un contre l'autre. Mm-hmm. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est la première année depuis très longtemps que San Diego est assuré de gagner cette série-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, là, mais... Wow. Je sais pas. Il reste juste 3 matchs? Mm-hmm. Non, mais entre les deux, entre les deux, ça, j'ai regardé. Ouais, ça va être difficile avec les Dodgers aussi, avec leur starting pitching. C'est jamais. Fait que non, pareil, c'est le fun de les voir là, par exemple. C'est le fun de les voir vraiment participer parce qu'ils ont dépensé énormément d'argent. Pensez comme fois, Eric, tu as joué à San Diego, OK? Tu allais jouer dans le stade qui était des fois vide, des fois plein. Cette saison, ils sont rendus à 51 matchs, ça le comble. Pour 51 matchs. Les Padres. Wow. Regarde, on ne peut pas blâmer le front office pour ne pas essayer de gagner. Écoute, ils ont dépensé l'argent avec AJ Preller qui a fait tellement de choses, des essais, des échanges. Lui, c'est un des gars qui n'a pas peur de rien faire. Ouais. Il a fait des erreurs, il a fait des bons coups, il a fait bien des affaires que tu dis « Wow, ça n'a pas de sens des fois ». Mais ils sont rendus là, puis ils ont dépensé énormément d'argent. Puis les fans qui ont 50, comme tu disais, 51 sell-out, ça, c'est important. Puis là, les fans voient que c'est pas un petit marché, San Diego. On peut pas mais c'est pas Los Angeles, c'est pas New York, c'est pas une autre place. Ils n'ont pas autant de marge d'erreur. Ils sont capables de dépenser comme ça, c'est le fun à voir. C'est le fun parce que les fans méritent ça. Puis ce que je trouve intéressant, c'est comme tu dis, c'est que, bon, comme l'enjeu s'ajuste, moi aussi, je vais mettre mon t-shirt en évidence. Mais, non, mais joke à part, c'est un gars qui, tu sais, honnêtement, n'a pas peur de bouger. Il trouve la façon de bouger. Non seulement il trouve la façon de bouger, il trouve la façon d'échanger des jeunes espoirs, mais quand même avoir un système de filiales quand même assez solide encore. Ils ne sont pas aussi puissants qu'ils l'ont été parce qu'ils ont fait énormément de mouvements. On n'abandonne pas de ce côté-là. Je les trouve excités. L'année passée, c'est la grande déception. On sait que, on a pu comprendre rapidement à la fin de la saison que la chimie n'était pas dans le vestiaire. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quel genre de chicane qu'il y avait, parce que c'est sensiblement la même équipe. Je ne sais pas qui a fait une différence,
Mais présentement, c'est pas mal l'harmonie dans le vestiaire, on est d'accord. Là. Mais quand tu gagnes, ça va toujours bien. Là. C'est sûr que c'est toujours plus fun quand tu gagnes. Quand ça va pas bien, là, tu vois un petit peu les fissures, tu vois un petit peu les joueurs ou les personnalités qui ne fitent pas. Je pense que c'est ça l'erreur. Mais je pense qu'AJ Preller, la façon qu'ils ont construit une équipe, OK, oui, c'est tout énormément de bons superstars, mais je pense que c'est vraiment le monde alentour. C'est j'appelle ça les joueurs d'arrière-plan. Les backup plans, dans le fond. Les joueurs de soutien. C'est eux autres. Tu vas voir les bonnes équipes, les superstars, ils ont toujours des égos énormes. Ils ont toujours, ils vont mettre leur shift. Puis quand ça va pas bien, mais eux autres, peut-être qu'ils ont tout moody. Mais c'est eux autres, les joueurs sur le banc, je pense que c'est eux autres qui font la grosse différence. Le glue de l'équipe, le soutien de l'équipe, c'est eux autres qui restent positifs. C'est eux autres qui disent, ils vont voir les jeunes, ils vont voir les vétérans, ils sont capables de parler, de faire l'intermédiaire entre les deux. C'est ça, un bon équilibre d'équipe. C'est ça, les Dodgers ont eu, ça fait 15 ans qu'ils ont ça. C'est ça que je pense que les Padres sont en train ils commandent à comprendre que c'est le même que ça marche. On gagne en équipe, on perd en équipe. Je pense que c'est ça que c'est le fun, l'évolution. On regarde des joueurs superstars que là, on a Machado, on a toujours parlé de lui avant, que c'est un joueur selfish. C'est un joueur qui était jeune mentalement. Là, on voit la différence, l'évolution qu'il y a eu. C'est le fun à voir. Il est mature, là. C'est le fun à voir. C'est un superstar, là. Mais en tout cas, ça va être certainement intéressant. Puis moi, c'est l'affaire que je trouve un peu dommage, c'est que lorsque c'est venu le temps de la période, les dates limites de la période de transaction, il y avait sérieusement 7 à 8 équipes qui étaient capables d'avoir une place pour le wildcard. Depuis quand même un certain temps, on sait que les Dodgers, ça allait être difficile de les menacer, même si Arizona et San Diego ont quand même réussi à faire un job de leur chauffer un peu derrière. Les Phillies, évidemment, écoute, c'est le débat entre c'est-tu eux ou les Yankees, présentement la meilleure équipe dans le baseball majeur. Donc, puis Milwaukee avait quand même le luxe dans une division relativement faible. On avait 7 à 8 équipes. Oh, excuse-moi. Je le savais. Tu as 2 matchs, les boys des Dodgers. Arrêtons, là. J'ai pas dit que Milwaukee t'a fait. J'ai dit on a le luxe de jouer dans une division faible. C'est plus maintenant une section faible parce que le calendrier est équilibré. Tu joues contre les équipes le nombre de fois. Alors, c'est plus une section faible. Ils battent les grosses équipes. 2 matchs des Dodgers. Oui, mais comme je te dis, mais on sait que les Pirates étaient à 2 matchs, ils ont complètement dégringolé. Saint-Louis, on pensait que Saint-Louis était l'équipe surprise de la deuxième moitié de saison, complètement dégringolé. Je veux dire, on dirait que tout de suite après la date des échanges, tout le monde est tombé dans une espèce de slump. Excuse-moi l'expression en anglais, là, mais. Pour la deuxième fois, en si peu de temps, Milwaukee s'est amélioré quand Yelich s'est blessé. C'est plate à dire, hein? Écoute, juste la perte de Yelich, qui connaissait sa meilleure saison depuis sa saison MVP il y a 4-5 ans. On continue. Donnons crédit à l'entraîneur qui arrive, que tu connais d'ailleurs, Eric. Parle-lui donc de l'entraîneur de Milwaukee. Je vais le découvrir un peu plus. Ce gars-là, ben écoute, c'est pas compliqué, là. J'ai joué avec, attends une seconde. Faut que tu checkes à quelle année tu as joué avec. Et merci, Simon, de m'avoir cultivé un peu plus en disant oui, c'est léthargie le mot que je cherchais. Non, mais tu sais, c'est Pat Murphy, je n'ai pas joué avec, je le connais, mais j'ai pas vraiment rien eu de. Je ne connais pas vraiment comme ça. Moi, la façon que je regarde l'équipe présentement, c'est plus la façon qu'un Council qui est arrivé là. C'est plus le monde en arrière, la façon qu'eux, ils jouent. Pourquoi on parlait les joueurs blessés, que tu dis, OK, quand les joueurs se sont blessés, c'est là qu'ils ont mieux joué. Mais je pense qu'on parle encore des joueurs de soutien, encore une fois, c'est la façon qu'ils jouent. Tu sais, la centrale, on regarde un petit peu, on dit qu'ils ne sont pas aussi bons, mais je pense que la façon qu'ils jouent au baseball, c'est différent. Tu mets ces 2 équipes-là dans la centrale, d'un play-off, demain matin, ils vont faire mieux que les équipes de l'Est ou de l'Ouest, d'après moi. Juste par rapport à la façon qu'ils jouent au baseball. Fait que moi c'est plus... Tu sais, on parlait au début, peut-être 2-3 mois, on parlait c'est qui va arriver dans les playoffs, pourquoi, c'est quoi qui gagne les playoffs? C'est pas hitting, c'est pitching and defense, puis c'est bullpen. Je pense que c'est la même affaire. Je pense que c'est eux qui comprennent Milwaukee, que c'est le même. La façon qu'ils coachent, ils coachent backwards. Tu sais, c'est pitching, defense, fondamental. Ça, je pense un petit peu, c'est ça que les autres équipes vont commencer à copier parce que tu ne peux pas t'acheter les joueurs. Ils n'ont pas ce luxe d'avoir un 300 millions pour dépenser les joueurs. Fait qu'il faut vraiment qu'ils cultivent les équipes, les joueurs des mineurs, comment gagner. Puis la culture de gagner, ça n'arrive pas juste en payant les joueurs. Je pense que c'est ça la grosse différence. Puis, tu sais, j'aime pas juste dire que c'est à cause du coach parce que je pense que c'est vraiment une culture qui est arrivée. Ça fait Council qui était là, ça fait longtemps. C'est la même chose. Puis ils ont mis un gars qui est pas mal similaire à ce gars-là. Fait que pour moi, c'est quelque chose de.
c'est pas juste une personne, c'est le coaching staff, c'est tout le coaching staff au complet qui amène ça, c'est une culture. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est selfish. On parle de Yelich. Yelich, quand ça n'allait pas bien du tout, c'est un MVP, puis là, tout d'un coup, il descend. Ils n'ont pas lâché, lui, ils ont donné le temps, ils ont laissé frapper, ils n'ont pas paniqué. C'est sûr que tu as la chance de faire ça à Milwaukee, tu n'as pas l'attention que tu as à New York ou à Los Angeles. Non, mais il y avait le contrat qu'il gardait en haut aussi. Il y avait un contrat séparé. Non, mais je veux dire, par rapport aux fans, par rapport aux médias, des choses comme ça, l'attention est beaucoup moins grande. Oui, tu n'as pas le choix, tu as l'argent, tu vas le garder. Mais ils ont eu la patience aussi de rester avec, puis la pression, c'est les autres joueurs qui l'ont pris eux autres mêmes. Parce que, en fait, ce que je pense qu'il y a été un bon timing là-dedans, c'est que en même temps que Yelich s'est blessé, le jeune Chorios, qui, encore une fois, avait un début de saison quand même assez difficile, ils l'ont gardé dans la maturité. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui avant de même jouer dans les majeurs? Ils ont donné un contrat à long terme incroyable. Avec lui, quand il est arrivé, il avait la pression de jouer, mais surtout de pouvoir jouer au montant d'argent qui était payé. Martin Saint-Louis me comptait cette semaine, OK? Quand il a eu son gros contrat, c'était sa pire saison dans le hockey. Et pourquoi? Il tentait de justifier les chiffres d'argent qu'on lui avait donné au lieu de jouer tout simplement. La deuxième année, il a bien joué. Je regarde le jeune Cheerios. Quand il est arrivé, tu sais, tu arrives des loisirs Saint-Eusèbe, là, puis tu viens d'avoir 6 millions d'impôts. Je m'en vais, moi, là. Puis là, tu regardes ton contrat, tu t'en vas avec 100 millions et tu n'as jamais joué. Pense à Eric. Eric a signé avec les Dodgers. Là, il t'a dit, écoute-moi bien, mon champion, tu t'en viens avec nous autres, là, on te donne un contrat immédiatement de 100 millions. Comment tu te sens? Je me sens très chanceux. À part d'être riche, comment tu te sens? Merci, j'apprécie ce que j'ai besoin de faire. Mais non, mais c'est vrai, quand j'étais blessé, je faisais quasiment 10-11 millions par année. Puis juste le fait de manquer, moi, de dire, OK, j'ai lancé 3-4 jours en ligne, dire, je vais prendre une journée de congé, ça change tout au complet de A à Z, la façon qu'on gagne. C'est sûr, tu veux pas, c'est pas juste l'argent, c'est ta responsabilité. Tu te mets de plus en plus de pression. Tout le monde attache le résultat à la façon qu'on fait, quand je fais d'argent. Veux pas, on se met de la pression nous autres mêmes de toute façon. Là. On veut toujours performer du mieux possible, on veut toujours en donner plus à nos fans, on veut toujours montrer au monde qu'on ne se fait pas juste payer pour être là et be pretty, on est là pour performer, pour gagner des games. Fait que veux pas, c'est sûr qu'il y a du monde qui se met de la pression. Moi, quand j'étais à Boston, je me suis mis beaucoup trop de pression à la place de juste dire, gars, on a une équipe de superstars, fais ta job, concentre-toi sur des choses comme ça, mais veux pas, c'est pas facile. Mais oui, tu veux toujours justifier ton contrat de 100 quelques millions, ça c'est normal. Mais le plus important là-dedans, c'est d'être capable qu'on peut parler du sportcast, des joueurs en arrière qui vont dire, gars, on va prendre, t'es blessé ou ça va pas bien, on est là, on est capable de faire ça. Je pense que c'est ça la grosse différence par rapport à Council, Murphy, toute la gang qui sont là ça fait longtemps là, que ça a cultivé ça. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Un coach, là, il n'arrivera pas. On parle avec les Blue Jays, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine, qui va coacher, c'est quoi arriver? C'est les joueurs qui sont responsables de ça. C'est les joueurs qui sont là et qui vont performer. C'est eux autres qui vont aller sortir le soir ou qui vont aller s'entraîner, qui vont faire des études par rapport aux frappeurs ou aux lanceurs. C'est leur responsabilité, eux autres. Le coach font juste dire, genre, OK, c'est plus genre la température, comment que ça se passe, où est-ce qu'on va, OK, on remet le monde, OK, ça va bien, ça va pas bien. Un gars comme Dave Roberts, il n'est pas là, c'est pas lui qui fait la différence au complet. Il est là, OK, on a un noyau de joueurs. Quand il y en a un qui commence à en être du mauvais côté, il dit, hey, OK, on va là. Ou on va avoir un autre joueur, il dit, un vétéran, il dit, gars, tu vois-tu que gagner un peu, il est un peu négatif, va y parler. Tu sais, c'est ça la communication, c'est ça la culture de gagner, puis c'est ça la différence un petit peu avec des équipes, ça fait longtemps, qu'ils sont ensemble, qui font la même chose, ils ont le même but de culture qu'on parle tout le temps. C'est la même chose, ça, c'est Council, c'est la même chose qu'il va faire à Chicago. Il se fait payer 5 millions pour faire ce qu'il a fait avec Milwaukee. C'est pas compliqué, là. C'est juste ça qu'ils veulent faire. Ils veulent construire une équipe qui travaille ensemble, qui comprennent les petites choses. Je disais justement des immeasurable, des choses que tu ne peux pas mesurer au baseball. C'est ça qu'ils font Milwaukee. C'est ça qu'ils vont besoin de faire à Chicago. C'est ça que toutes les équipes ont besoin de faire. Mais quand tu as le luxe de payer des joueurs qui vont frapper le home run de 3 points, tu te concentres moins là-dessus. Fait que, c'est ça un petit peu, c'est ça le ballon un petit peu qu'ils vont avoir. Puis c'est ça le fun d'avoir des équipes comme ça dans le central. Ils voient la balle, ils jouent un contre l'autre. Ils n'ont pas le choix de jouer de la même façon. Si tu ne joues pas de la même façon que les autres équipes jouent, tu penses juste de circuit 3 points. Tu sais, veux pas, tu ne seras jamais au top. Tu n'auras jamais la chance de faire ça. Saint-Louis ont toujours été bons à faire ça. Milwaukee, ça fait longtemps qu'ils font ça, la même chose. Cincinnati ont besoin de se réveiller un peu, faire la même chose, mais je pense qu'ils comprennent un peu comment ça se passe. Ben, écoute, je pense que cette semaine, l'entraîneur que tu as connu, Wilson, avec Seattle, ancien receveur,
Et lui, il dit qu'un joueur, quand il est arrivé là, pourquoi ils ont moins de retraits sur 3 prises? Il dit, moi, les 2 premiers tirs, là, je suis capable de 2 prises, essaye de la mettre l'autre bord pour ton contrat. Mais quand tu as un compte de 2 prises, c'est l'équipe qui passe avant toi. Ils sont mis à gagner. Il joue au-dessus de 500 depuis qu'il est là. Et moins de retraits sur 3 prises. Et quand tu parles, moi, des gérants, je dis toujours, tu as 10 matchs que tu es responsable. Soit que tu gagnes ou tu perds. Le reste, oublie ça. Et c'est le point le plus important, c'est Eric qui l'a soulevé. L'harmonie qu'un gérant peut maintenir, Eric. J'aime ça. J'aime ça. On parle de Grand Council depuis tantôt, puis je pense qu'on commence à avoir un peu d'impact. Ça a été difficile pour les Cubs, une saison en dents de scie, mais ça finit vraiment en force. Avec même un peu plus de temps, je pense qu'on aurait pu parler d'eux autres pour, dans la course pour le wildcard, mais ça n'arrivera pas cette année. Mais les jeunes comme Nico Armstrong ont commencé à se manifester. Tu viens de citer Vince Lombardi, un des plus grands entraîneurs du football, dont le trophée porte son nom. Après une défaite, il dit, les gars, on n'a pas perdu. On a manqué de temps. C'est ça que les Cubs font présentement. Ils disent ça, tes joueurs. On n'a pas perdu, on a manqué de temps. Toujours. Et là, du côté de l'américaine, parce qu'on va aller du côté de l'américaine rapidement, encore une fois, je pense que c'est pas mal scellé. Et je trouve ça le fun de voir les Tigers qui menacent les Twins à un match nul. C'est pas scellé, mais je veux dire, c'est parce que ça se passe entre 4 équipes. Je veux dire, c'est pas comme je disais tantôt, il n'y a pas 7 équipes qui ont la chance. On sait les 4 équipes qui vont probablement participer aux séries du côté du wildcard. Bon, mais mes Orioles qui n'arrachent, mais ils vont quand même participer. On sait que ça se passe entre KC, Minnesota, Détroit, et qui sont toutes dans la même division, ironiquement, ce que je trouve très intéressant. Mais voici le point que je veux amener. Je pense que les Tigers, c'est une surprise pour tout le monde. C'est une des équipes qui a bougé le moins pendant la période de transaction et le noyau performe. A bougé le plus. Les Tigers? Ils ont laissé partir le lanceur numéro 1. Ouais, mais comme j'ai dit. En d'autres mots, il avait démissionné. Tu parles pas de Rodriguez, là? Non, il est sur les Dodgers. Ah, ben oui, Flaherty. Ben oui, excuse-moi. Oui, t'as raison. Oui, ben écoute, man. Un podcast. Puis il est allé avec les Dodgers, l'équipe qui avait besoin de faire des moves. Ouais. Non, mais je veux dire, à part Flaherty, ça a été, tu sais, il n'y a pas eu de. J'ai dit, là, une des équipes qui a bougé le moins. Mais tu as raison, c'est un move quand même assez important. En fait, une transaction est quand même assez un coup d'éclat. Ouais. Mais je suis quand même content parce que, tu vois, je vais vous donner des. Tu sais, il y avait le jeune Torkelson que j'avais pris pour comme. Je m'étais dit, on l'a tellement rushé dans la Ligue majeure. Il a passé 3 mois dans les mineurs où il n'a rien fait. On le ramène dans les majeures, ça joue bien. T'as Keith au deuxième but qui se réveille. Je pense que le noyau, tu sais, les Dodgers, c'est un noyau de jeunes joueurs qui ont grandi ensemble dans les mineurs. Et je trouve que c'est justement une belle surprise de les voir là en train de chauffer le derrière des 2 autres équipes dans la centrale. Ça va m'amener à un point, par contre, que j'aimerais souligner. Puis surtout, j'aimerais ça, en fait, avoir vos 2 opinions. J'étais à Los Angeles et la game, je voulais aller voir une game des Dodgers. Je n'ai pas eu le temps, mais j'ai failli voir les Indians, en fait, les Indians, excusez le lapsus, les Guardians de Cleveland contre les Dodgers au mois de septembre. J'ai fait ça pas de bon sens. Il me semble qu'à rendu à ce temps-ci de l'année, tu ne devrais jouer que entre ta division, ou au moins juste entre ta ligue. Ouais, maintenant, à quoi ça sert d'avoir 2 ligues différentes? C'est Cleveland et rendu à Los Angeles au mois de septembre. Tu n'as pas le même nombre d'équipes dans chaque ligue, c'est pour ça. À un moment donné, il te manque 2 équipes, hein? Malheureusement. Dans quelle ville? Dans quelle ville, Roger? Dans quelle ville les 2 équipes qui vont aller? C'est ça. Moi, puis quand tu fais le calendrier, j'ai été impliqué à faire les calendriers. Tu ne veux pas dire, mes copains, les Yankees, là, on va leur donner une équipe faible la dernière semaine. C'est pas comme ça que ça marche. C'est sûr que c'est plate l'Interligue. Écoute, l'Interligue, là, c'est tu joues pour rien. Tu joues juste pour éviter de perdre. Parce que tu vas gagner rien dans ce match-là contre l'équipe. Tu affrontes, mais avec 2 équipes en surplus, tu n'as pas le choix. Tu joues un petit peu pour montrer le produit que Cleveland à Los Angeles, vice-versa, pour les fans un petit peu. Tu sais, je comprends pourquoi ils le font, mais c'est sûr que tu regardes ça. Tu espères que toutes les équipes sont en course. Tu espères qu'il y ait le plus d'équipes possible là-dedans. Tu sais, c'est sûr que c'est de valeur, que ce soit Guardians contre Dodgers. Tu vas voir les Dodgers contre les Giants. Les 3 dernières games de l'année. Oui, d'accord avec toi. C'est ça que tu veux voir, c'est normal. Mais aussi, tu sais, il faut que tu prennes des décisions. OK, c'est quoi le plus important? Grandir la game ou d'être capable de prédire qu'est-ce qui va arriver au mois de septembre, les 7, 8, 9, 10 dernières games. Tu sais, c'est un petit peu plus dur. Fait que moi, c'est sûr que ce serait le fun d'avoir toutes les équipes dans la même division qui se battent, sont toutes là. Mais si, mettons, Cleveland contre Los Angeles, les 2 équipes sont là. Si les 2 se battraient vraiment fort, ça serait quelque chose de le fun à regarder parce qu'on peut ruiner ça. Parce que veut pas,
si, mettons, Cleveland serait plus proche, et les Dodgers pourraient les sortir puis pas les affronter dans les playoffs. C'est quand même... Tu regardes un petit peu plus loin que juste la première série aussi, ou pour un week-end de une fin de semaine de 3 games qui va se passer comme Cleveland, les Dodgers, c'est sûr que c'est plate là parce que les 2 équipes sont déjà là, mais je pense qu'un petit peu, tu peux regarder un petit peu plus loin et te dire, gars, c'est pour ça qu'on a fait ça. Je pense que on va toujours chialer ce qu'il pourrait faire à MLB, mais je pense que ça, c'est difficile un peu à comme exemple, les équipes voyagent. À ce temps-ci de l'année, là, Dodgers contre Marlins, wow. Mois de septembre, mi-septembre, Dodgers, Marlins. Non, Marlins contre n'importe qui, là, c'est wow. On va en parler parce que... Non, mais bon c'est très bon qu'on en parle. Bon j'avais une discussion tantôt avec Louis-Philippe Pelletier qui s'en allait voir Otto Lopez là-bas, et puis je me dis, tu sais, honnêtement, il faut que ça te tente. C'est vraiment que tu as des chums pour aller voir les Marlins jouer. Mais je trouve que c'est un beau lien pour m'amener à au prochain point. Parce qu'en fait, j'allais vous demander, parce qu'on s'en reparle dans 2 semaines, fait qu'évidemment, tout va être décidé, parce qu'on peut faire ça rapidement, mais entre Baltimore, KC, Minnesota et Détroit, qui vous voyez? Ben, moi, je pense que Baltimore, malgré leur dégringolade présentement, sont quand même à 4 matchs d'avance ils ont quand même 4 matchs avec 11 matchs à faire. Baltimore n'a aucune raison de ne pas faire les séries. Exactement. Fait qu'on y va tout de suite avec KC, Détroit et Minnesota, qui sont les 3 à 2 matchs. Et dans la même division, comme je l'ai dit, je trouve ça bien intéressant. Je pense que Casey est quand même safe. Pas Détroit, là. C'est ça que je te dis. 2 matchs de Kansas City, là. Oui, exact. Ben oui, ils sont à un point. Sur un demi-match, ils vont se réveiller dans 2 semaines en train de tourner manger les meilleurs steaks au monde. À Kansas City. Moi, à ce stade-ci, honnêtement, je n'ai pas vraiment de préféré. Tu sais, je dis, à part, évidemment, je reviens dessus, c'est les Orioles, mais je veux voir Casey parce que je trouve que c'est parce que je veux voir Bobby Witt Jr. dans des séries. C'est des joueurs comme ça que je veux voir. Tu sais, je pense que le noyau de joueurs qu'on a à Détroit, on va le voir à long terme. Tu sais, je pense qu'ils sont en train de former quelque chose de quand même un noyau assez solide. Il y a d'autres jeunes qui sont en train de pousser les mineurs, donc ils sont souvent dans le top 100. Vous allez me dire des suspects et non des prospects. Minnesota trouve toujours une façon de gagner aussi, si on est très d'accord là-dessus, mais tu sais, c'est pas des gros noms non plus. Je veux voir Bobby Witt Jr. dans les playoffs. C'est plus simple que ça, là. Je l'ai dit. J'avoue. Ça serait le fun de regarder, voir un joueur. Ça c'est un vrai joueur de baseball complet. Là. Tout ce qu'il fait sur un terrain de baseball est vraiment impressionnant. Fait que ce serait le fun de le voir. Ouais. J'avoue. Exactement. Baltimore mérite d'être là. Kansas City mérite d'être là. Les autres, l'année prochaine. L'année prochaine, les autres. Mais je vais m'en servir comme lien pour... on sorti un article cette semaine qui m'a jeté à terre. Comme quoi qu'il allait couper encore dans la masse salariale des White Sox de Chicago. T'es en train t'es sur le bord de battre. Ils ont-ils des chances de battre le record pour le plus de défaites en une saison? Je pense qu'ils ne sont pas très loin. Ils sont en 117. Hein. 117 défaites. Ça, c'est incroyable. Ouais. Et là, tu annonces à ton fanbase que l'année prochaine, tu coupes dans les salaires. Quand déjà, tu n'as pas de gros salaires, là. Tu sais, les plus gros salaires, c'est Moncada, les Benintendi de ce monde. Est-ce que je peux juste péter ton ballon un peu? Ben, il n'est pas vraiment gonflé quand on parle des White Sox. Fait que... Kansas City, l'année dernière, 106 défaites. Oui, mais avec un noyau de jeunes intéressant. Puis, attends une minute. Oui, mais avec des bons joueurs. Bon, mais c'est ça. Oui, ça, j'avoue, tu as raison à 100%. Mais tu regardes la façon que les White Sox le font, là, c'est complètement ridicule. C'est la même affaire que ils donnent le joueur, ils n'ont aucune direction. Reindorf, c'est le gars qui a barré les Expos 2 fois. Il mérite de perdre 300 matchs. il mérite de jouer comme les Marlins jusqu'à la fin de l'année. Les 2 équipes. Tu sais, quand je vous parlais au début de la saison, un peu comme le soccer européen, comme le football européen, que les équipes les moins fortes descendent dans la deuxième division. Man, amène-moi du 3A. Les gagnants du 3A pourraient battre les Marlins et les White Sox présentement, mais imagine, t'es un fan des White Sox. Là. Je veux dire, c'est une grosse ville, c'est un gros marché, Chicago. Tu n'as pas de raison de ne pas être capable de dépenser. C'est l'équipe qui a connu la plus grande. La même gang qui a laissé partir est nommé Jordan. On arrête-tu? C'est la même gang. C'est ça que j'aime, Roger. C'est comme tu peux mettre fin à un argument en 2 secondes avec un point très bien placé. C'est vraiment. Non, je t'amène un autre angle. Non, mais j'adore. Tu l'as très bien résumé, puis j'imagine, à quoi tu vas t'attendre? Je veux dire, l'année prochaine, ça va être complètement vide comme stade. Je veux dire, on sait que Crochet, pour ne pas dire Crochet, va bouger un moment donné. Il y a quelques jeunes intéressants comme Montgomery à l'Areco. Ils n'ont pas de grand nom vraiment dans les clubs écoles. Ils ne vont pas signer personne. Ils ont des contrats qui leur coûtent cher pour rien, comme les Benintendi. Moncada est un désastre depuis quelques années. Man, ça va être...
Moi, honnêtement, ils sont mieux de faire des hot dogs à 50 cents tous les jours pour remplir le stade parce que sinon. Peut-être bien donné. Exactement. Mais c'est pas un peu déplorable que, tu sais, on n'entendra pas parler, évidemment, à voix haute, mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils se disent par rapport aux propriétaires dans les coulisses quand tu vois quelqu'un gérer son équipe de même? Ben ça, pour moi, c'est insultant. Là. Une ligue, en tant que ligue, en même temps, tu as un gars comme Manfred, tu regardes ça, tu vois exactement ce qui se passe. Puis, tu sais, je comprends pourquoi ils ne disent rien, parce que ça a l'air fou un peu, parce qu'ils sont tous ensemble, mais veut pas, tu sais, ça ne paraît pas bien. Là. Oakland, la même chose. Ils font la même affaire qu'Oakland, pas à Milwaukee, excuse, avant en Floride, puis là, ils vont leur faire avec les White Sox. Tu sais, à un moment donné, tu es là, voyons, là, ça n'a plus de sens. Les joueurs ne voudront pas aller jouer là. Tu n'as aucune chance. Tu sais, tu vois, tu n'as aucune bonne intention de vouloir gagner. C'est quoi qu'ils vont faire dans 2 ans, 3 ans? Le scouting, il ne sera pas mieux. Les mineurs, pourquoi il serait mieux si le scouting n'est pas mieux? C'est le même monde qui était là depuis le début. Fait que, tu sais, c'est quoi qui arrive? Là? Tu chambardes ça au complet, tu changes de A à Z, tout le front office, tous les scouts, tout au complet. C'est où ça commence? Je pense qu'ils n'ont aucune place pour commencer. C'est ça qui est valeur parce que là, ils font juste descendre. Puis, tu sais, c'est juste pour l'argent, dans le fond. Là. Ils savent qu'ils vont sûrement avoir de l'argent de revenue sharing, des choses comme. Je ne sais pas que c'est quoi le but là-dedans. Ils ne pas d'argent. Mais non. Il n'y a pas personne qui perd d'argent. C'est là, il n'y a personne qui a parlé de reconstruction. Là. Ils n'ont même pas dit on a un plan. Là. Non. On ne fait juste pas dépenser autant. Ouais, merci. Fin de la conférence de presse. On continue de dealer, acheter nos casquettes, nos chandails. Peut-être qu'un jour, vous allez redevenir fiers. C'est ça qui est de valeur. Pour le brand. Il y a 2 personnes que, dans le baseball que j'ai été des fois sévère envers eux autres. Quand j'ai rencontré des discussions n'étaient pas nécessairement bonnes parce que je posais des questions, mais ils me répondaient. Un, c'était Bowie Kuhn et l'autre, George Steinbrenner. Et je m'explique. Bowie Kuhn avait le flair et surtout l'autorité d'être un commissaire et non pas un commissionnaire qu'on a aujourd'hui. Je m'explique. Lorsque les A's d'Oakland ont voulu vider leur équipe aux Reds de Cincinnati partout, le commissaire a dit non. L'échange que vous faites n'est pas bon, vous ne pouvez pas faire l'échange. Ensuite de ça, parce que Seaver est rendu avec les Reds, puis il va échanger vers le Blue. Comme ça, non. Dans le cas de Steinbrenner reprochait toujours aux expos que les gens partageaient les revenus pour se payer. Payer le marketing, payer tout, au lieu de le mettre dans le salaire des joueurs. Et c'est là que l'argent devrait aller. Le partage des revenus devrait aller dans le salaire des joueurs. Et de cette façon-là, tu vas garder un scheme. Tu vas garder tu as regardé un Chapman. Tu as regardé tes meilleurs joueurs parce que l'argent que tu vas chercher est ça pour les joueurs. Au lieu de ça, développement, marketing, nomme-le. Ça n'a rien à faire avec le partage des revenus. Je comprends ce que tu dis à 100%. Je suis d'accord avec toi à 100%. Sauf que le problème avec ça, c'est quand tu regardes une équipe comme les Dodgers, les Yankees, tout, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent sur le marketing. Ils ont déjà le brand. Le brand, il fait ça tout seul. On regarde Boston. Le problème avec ça, je pense que c'est juste les propriétaires, c'est plus rendu des familles. C'est rendu des private equity funds. Okay? Oui, c'est bottom line. C'est bottom line seulement. C'est ça le problème un petit peu. Les fans se font oublier parce que c'est de valeur, parce que veut pas. Un gars comme Steinbrenner, là, lui, c'était sa pride and joy, les Yankees. Son argent. C'était son argent, mais c'était son ego aussi. Là. Veut pas. Ce gars-là, il a frustré bien des propriétaires en dépensant beaucoup d'argent, des choses comme ça. Il n'aime pas ça, man. Il n'aime pas ça, le monde comme ça. Parce que c'est trop wild. Un gars comme Mark Cuban qui arrive, il va acheter une équipe à Pittsburgh, il se fait dire non. Pourquoi? Pourquoi dire non, Cuban? Pourquoi il se fait dire non quand il y a un bon track record, il y a l'argent, il y a des bonnes idées. Mais parce qu'il sait qu'il va brasser la cage aussi de ceux qui sont déjà depuis un bout avec des nouvelles idées, puis aussi qu'au baseball, c'est pas l'endroit des nouvelles idées. Ils le font par obligation. Écoute, ça prend combien de temps qu'on commence à étudier le fait que les games étaient trop longues? Mais je pense que les joueurs se rendent compte de ça, puis les fans commencent à se rendre compte de ça. Puis à un moment donné, tu vas dire, gars, là, tu vas perdre les fans en Floride. Ouais. C'est ça qui est de valeur, là. Tu sais, c'est tous des fans de Boston, des fans de Yankees. Mais il y en a-tu déjà eu des fans en Floride? Ça serait quand même le faire le compter aussi, là. Mais... C'est des fans de baseball. Mais tu sais, à un moment donné, le monde, ils vont être écœurés. Tu sais, veut pas. À Détroit, c'est la même chose. Tu sais, c'est des blue collar. Détroit, ils veulent, tu sais, là, c'est le fun, là, parce qu'ils embarquent dans une équipe de jeunes. Ça va être quand même. À un moment donné, si tu arrêtes de gagner, il faut que tu donnes un bon produit. Je pense que c'est ça la responsabilité d'un commissaire de baseball, c'est donner un bon produit à tes fans. Qu'est-ce que je paye? Qu'est-ce que j'ai? Dans toutes les villes, c'est pas compliqué, c'est ça. Je vais voir une game de baseball, ça me coûte 150$ ou 250$ pour la famille. J'ai dessus un bon divertissement. À un moment donné, il ne faut pas te dire, gars, là,
Ma bière à 20$, à un moment donné, mon hot dog à 30$. Tu sais, c'est beau, t'es donnes, mais tu sais, c'est une belle expérience, tu as besoin de ça, mais faut pas que tu prennes ça pour acquis. Faut pas que tu prennes les fans pour acquis. C'est ça le plus important. Je pense, en tant que commissaire, en tant que moi, je serais un propriétaire, c'est de même que je penserais. Tu sais, gars, en groupe, c'est bien plus facile de rejoindre tout le monde. Mais là, le problème avec ça, c'est tout fragmenté un petit peu. C'est trop séparé un petit peu. Tu sais, Pittsburgh n'a aucune chance. Tu sais, veut pas parler de l'argent qui va aller aux joueurs, mais Pittsburgh ont besoin de scouting. Ils ont besoin d'argent par rapport à R&D, de data, de technologie. Ils ont besoin de tout ça. Mais ils ne peuvent pas dépenser 25 millions par année comme les Dodgers font 25 millions par rapport au data. Tu te bats pour rien. Là. C'est comme, à un moment donné, t'es là, voyons, là, j'ai aucune chance. Là. Fait qu'une équipe comme, mettons, à Chicago, qui se disent, gars, pourquoi j'irais me battre avec les Cubs? J'ai pas le brand des Cubs. Eux autres sont pas obligés. Faut que je dépense d'argent par rapport au brand. Faut que je dépense d'argent par rapport à ça. J'ai rien qui va rentrer. Je vais m'asseoir et collecter, c'est tout. Fait que tu vois un peu que le système, il a besoin de changer. Que ça soit pour gagner, incentives to win. C'est pas compliqué. Là. Quand tu veux gagner, tu prouves que tu veux gagner. Ça veut pas dire que tout le monde est identique. Là. Mais au moins, tu montres une bonne intention. Mais que tu fasses un effort, tu sais, je veux dire. À un moment donné, c'est trop évident. Des fois, tu es là, voyons, là, un gars comme Verlander ou un Scherzer qui est allé à négocier. Tu sais, il dit, on veut juste être sûr que tous les joueurs, quand moi je vois une équipe, je me demande pas, hey, ils font juste me mettre ici pour me plugger pour être un joueur là. Non, je veux gagner. On est des humains, on veut gagner. Ça fait depuis l'âge de 3 ans qu'on joue au baseball. On est rendu là. À un moment donné, on veut gagner. On veut notre série mondiale. On la veut, notre World Series ring. Là. Tu sais, il y a du monde qui va prendre moins d'argent juste pour ça. Mais là, à un moment donné, si des propriétaires où ils ne se rendent pas compte de ça, c'est important. Les fans vont dire, voyons, à un moment donné, on s'en fout. Fait que là, ils vont juste se diriger vers les joueurs. Fait que là, tu perds le noyau, tu perds le brand un peu, tu perds la qualité du brand de MLB. C'est ça qu'ils ont besoin de penser. Brand MLB 1 qui vient des joueurs, des fans. Pas des joueurs, excusez, des fans. Et voici ma question hors contexte. Je t'écoute parler de l'argent dépensé. Mais non, mais il faut qu'elle soit hors contexte. Il m'amène toujours à avoir une autre question, une autre réponse que je cherche. Comment tu trouves ça, Éric, les lanceurs, les joueurs, assis dans l'abri, au lieu de suivre le match, regarder le match, leur petit jeu sur une tablette? Comment tu trouves ça? Moi, ça ne me dérange pas parce que je le faisais à la même affaire. Moi, j'arrivais. Et pourquoi? Moi, j'étais assis. Parce que moi, je regardais la façon, la game qui se passe, c'est quoi qu'ils vont caller. OK, les jeunes oublient la façon que nous, on pense. Eux autres ont été élevés sur un iPad. Ils ont été élevés de regarder leur swing à chaque fois. Moi, je regardais mes strikeouts. Moi, je regardais la façon que l'arbitre va caller les pitches. Je regardais le flow de la game de cette façon-là. Je regardais ça à l'intérieur. Je n'étais pas sur le terrain. Je n'étais pas là. J'aurais dû être là plus souvent. J'aurais dû être là un petit peu plus présent avec mon équipe. Mais moi, la façon que moi, je me préparais, un gars comme Lee Smith, il dormait avant la game. Il se réveillait en 8e. Il arrivait là. Lui, c'était peut-être sa façon. Tu ne peux pas dire. J'aurais pas d'égal à faire ça parce que j'essaie de me winder un peu. Lui, il arrivait là. C'est ça qu'il faisait. Mais tout le monde est différent. Mais les jeunes à cette heure ont été éduqués de s'asseoir sur l'iPad, à regarder leur swing, à regarder soit la batte avant, des choses comme ça. C'est quoi les tendances de chaque joueur. Ça, je suis correct avec ça. Ça ne me dérange pas de tant que ça parce que là, tu demandes d'enlever la technologie. Tu ne l'enlèves pas. Tu l'utilises comme il faut. Je pense que c'est ça la grosse différence. Si on parlait d'argent, des choses comme ça, la façon qu'on coach les jeunes est complètement différente à cette heure-là. C'est pas compliqué. Là. Tu ne peux pas dire, gars, il y a moins de feel, il y a plus d'instant gratification. Mettons, là, j'ai un swing, là, je vois exactement mon bat pad, je vois exactement mon swing speed, je vois exactement le launch angle, je vois exactement tout de A à Z. Il dit, OK, instant feedback. Je l'ai tout de suite. Fait que, moi, j'adore ça, la technologie, mais il faut que ça soit utilisé ou éduqué d'une bonne façon pour l'utiliser, sinon ça vient. Sinon, tu as des robots qui ne pensent pas. Puis la game de baseball, là, tout le monde veut dire, c'est dur de frapper une balle, là. C'est dur de lancer une balle. Mais qu'est-ce qui est encore plus dur, c'est de penser ce que l'autre va penser. C'est le 4 mouse game. C'est ça. Mais c'est quoi, j'aimerais aussi. Excusez, là. Je vais en profiter. Là, je viens de manger un jab hier. Puis là, tu viens de m'envoyer au plancher. pas plus tard que 24 heures hier, Denis Casavant, il dit, Roger, il me donne un jab. On parlait, il dit, Roger, la génération d'aujourd'hui a été élevée avec une tablette, un iPad. Le lendemain, le lanceur droitier, pow, vient de faire le sauvegarde. Là, c'est fini, j'en parle plus. Je vais utiliser vos citations. C'est fini. Là, ce que je vais voir les joueurs, c'est la date, je ne suis plus frustré. J'adore 100% qu'ils ont pris ça trop de l'autre bord aussi. Ils pensent trop technologie. Moi, quand je coachais des lanceurs, là, je regardais, ils lançaient. Moi, je savais exactement, quand j'ai lancé la balle, je le sentais sur le bout de mes doigts, elle était parfaite, je le sais. Là. Je le savais, je le sentais, tout mon respect, tout était parfait, tu le sens. Là.
À cette heure, il lance, mais il ne pense pas de le sentir, il pense juste de regarder les chiffres en arrière. Fait que, tu sais, c'est la job des coachs, c'est la job. Qu'est-ce qui est arrivé aussi avec les technologies est arrivé tellement vite, le data est arrivé tellement vite que le monde, tu sais, il peut juste lancer ça, c'est des outils qu'on a. Mais tu sais, quand tu vas manger au restaurant, tu n'as pas besoin de 8 fourchettes, si tu en as besoin d'une fourchette. Hein. Tu sais, Ouais. OK, tu peux en avoir une coupe, là, mais tu en as une Ça fourchette de fait salade. de la culture spéciale. Ouais, dans le restaurant, ce que T'en tu as vois, pas Eric, je pense qu'il besoin. t'en offre plus. Et puis les gars, besoin. soyez honnêtes. C'est ça. Où si on a été élevés, nous autres, notre deuxième fourchette, c'est de nos mains. Ben, exactement, c'est ce que je voulais dire. Hey, je vais profiter du côté un peu plus, parce qu'on parle de technologie encore une fois versus le côté un peu plus humain. J'ai lu un article récemment que j'ai trouvé intéressant qui parlait de Paul Goldschmidt, qui racontait un peu l'histoire de. En fait, c'était le directeur gérant des Orioles présentement qui disait qu'à l'époque, je pense qu'il était directeur gérant. En tout cas, il travaillait dans l'organisation. S'il n'était pas directeur gérant, il travaillait dans l'organisation des Cars de Saint-Louis. Et lui, le rapport qu'il avait fait sur Goldschmidt, c'était on touche pas à ça, ça vaut pas la peine. Il est parti en 8e ronde quand même. Il jouait pour une école qui s'appelle Texas Tech. Il était dans une conférence qui s'appelle Southland, qui est quand même pas une grosse conférence de baseball. Mais il y a du monde qui ont cru en lui. Et parce qu'évidemment, il y a du monde des Diamondbacks qui a été signé par les Diamondbacks en 8e ronde. Et c'est surtout un scout qui s'est battu en dit puis il a convaincu le recruteur en chef de venir le voir. Et c'est lors d'un souper que non seulement la personnalité de Goldschmidt, mais aussi sa faim pour la game, sa vision de comment il est capable de justement de s'ajuster. C'est une relation qui s'est faite à long terme parce que lui puis le dépisteur, ça faisait 1 an qu'il parlait, puis tu sais justement Goldschmidt, il fouille, il était pas gêné de poser des questions. Tout ça pour dire que le but de l'article, c'était de dire qu'on coupe de moins en moins. En fait, on coupe de plus en plus dans les budgets des recruteurs. On coupe littéralement des jobs. On enlève les humains pour se baser, comme tu dis souvent, Eric, pour le data. Et je trouve que l'impact va être majeur. L'arbitrage, je peux comprendre que, tu sais, à quelque part, j'aime ça voir un arbitre derrière la plate, mais je peux comprendre un peu de. Mais tu peux pas remplacer le recrutement par des feuilles de papier. Là. Puis en fait, c'est même plus des feuilles de papier, on l'a dit, là, c'est des tablettes désordées, mais tu comprends ce que je veux dire? J'ai trouvé ça beau et triste en même temps, cette histoire-là. Mais moi, gars, c'est pas compliqué. Moi, si j'aurais eu cette façon-là, j'aurais jamais été scouté. Moi, c'est le gars Claude Pelletier qui est venu me voir, puis tout le monde disait que j'étais un problème, si, ça. Mais tu sais, il y a des variables qui se passent. Il y a des personnalités, des traits de personnalité que tu peux pas voir en regardant une game. Il y a des traits de personnalité que tu vois que ce soit dans l'entraînement, la façon que tu traites le monde, la façon que tu parles au monde, la façon que quand ça va pas bien, comment tu réagis. Dans le monde normal, là, c'est bien beau sur le monticule. Quand tu le monticule, OK, je lance une balle, je me fais frapper à la balle. Je suis habitué de faire ça, mais comment tu deals avec la défaite? Comment tu parles aux arbitres? Comment tu parles à tes joueurs? Tu sais, c'est des grosses variables que ça rentre en ligne de compte. On parlait justement, tout à l'heure, on parlait de Sportcast, on parlait des joueurs qui ne sont pas aussi bons, talentueux, mais c'est eux autres qui mettent tous les joueurs ensemble, qui parlent aux vétérans, des leaderships, tu sais, des qualités de leadership. Tu ne peux pas en avoir avec un iPad. Tu ne peux pas le voir, c'est quoi. Tu sais, c'est un gars qui court, qui va courir au premier but à chaque fois. Il n'y a pas une fois qu'il ne courra pas au premier but à 100% le départ. Tu sais, tu ne l'as pas là-dedans. C'est ça, le problème avec ça, c'est une relation. Moi, j'ai signé avec les Dodgers parce que j'avais une relation avec Claude Pelletier. Puis il a cru en moi, puis je me suis dit, lui, il va dire aux scouts, gars, là, il va dire aux autres qui arrivent là, Eric, c'est ce genre de personne-là, puis j'y crois en lui, j'ai vu faire ça. Puis eux autres, ils m'ont dit, gars, ils mettent leur nom sur moi. Moi, j'ai une responsabilité de prouver à tout le monde que lui avait raison. Par respect pour le fait que lui a cru en toi. 100%, c'est ça, je pense, c'est ça la relation qu'on oublie. Tu sais, tout le monde regarde, il lance 98, il y a un spin rate. C'est correct, ça. Il y en a bien du monde qui lance à 98, à 17, 18 ans, 19 ans. Après ça, ils iront nulle part parce qu'ils vont se faire perdre par rapport des mineurs. Ils ne sont pas prêts mentalement. Ils ont de la misère parce que leurs parents ne sont pas là, leur blond n'est pas là, changer de culture. Toutes les choses, les variables qu'on ne peut pas rentrer en ligne de compte avec un iPad, comme on disait, ou avec les technologies. Le problème, on parle encore, c'est la technologie puis le data qu'on l'utilise mal. C'est juste, mettons, je vois, ce joueur-là, il est vraiment bon. Il y a quelque chose que je ne suis pas capable de mettre mon doigt dessus. Il y a le hit factor, un leadership, des choses comme ça. Quand il joue, tu vois que tout le monde, là, quand lui, il va bien, tout le monde va bien. C'est niaiseux, mais le baseball, c'est tout un momentum. Là, c'est important. Ça change des petites niaiseries, il y a un bunt, des choses comme ça qui changent. Mais les variables qu'on n'est pas capable de quantifier, ils ne sont pas là. Un leader, des choses comme ça, c'est ça que tu as besoin. Et c'est ça que tu as besoin de savoir dans un scouting report. Tout le monde le sait qu'un gars qui a un swing speed, tout le monde l'a, ça.
Les variables, ils l'ont pas. Puis c'est ça qu'un petit peu, on le perd un petit peu. Ils l'ont fait avec le pitching, avec le hitting. Tu as des gars qui frappent en bas de 200, tu en as 45 à cette heure, là. Tu sais, avant, c'était une honte, là. Tu ne te faisais même pas regarder. Tu ne frappes pas de 250, puis tu ne fais pas ta job, tu ne fais pas des petites choses. Tu ne fais même pas regarder à cette heure. Ah, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que les variables, ils ne rentrent pas en ligne de compte. Ils ne veulent pas de ils veulent black and white. Ils ne veulent pas de gray area. Ils ne veulent pas de variables qu'un joueur, quand ça ne va pas bien, un gars comme Craig Counsell, que lui, c'est un joueur, c'est pas un bon joueur. Il n'était pas bon pantoute. Mais qu'est-ce qu'il faisait à chaque. Il n'était pas bon. Il frappait de 210, mais son 210, il avait genre toutes les RBI et les game winning, il y en avait plein. Tu sais, c'est pourquoi. Quand c'était le temps, il faisait. Exactement. Fait que je vois, c'est ça qu'on perd un petit peu avec le scouting. Tu parles de recrutement. Des throws de curve avec Clint Eastwood, c'est le meilleur film que j'ai vu de recrutement et le baseball d'aujourd'hui. Le recrutement que la machine te dit que le gars, c'est un premier choix au pêchage, mais la machine n'a jamais vu frapper une courbe. Quand la courbe est arrivée, tu as peur de le frapper. Moi, j'ai vécu le fait qu'Éric n'a pas été signé chez nous aux Expos. Ouais. Là, tu as la vente du recruteur. La vente du recruteur, c'est l'affaire la plus importante. Il doit convaincre son boss que le gars, il est bon. Et ça, M. Petit était excellent pour le faire. Il l'a fait avec les Mets, il l'a fait avec les Dodgers. Regarde les joueurs qui sont allés chercher. 2 petits Québécois pas trop pires, à part des autres ailleurs. C'est là la vente. Moi, j'étais impliqué dans le recrutement direct. J'ai fait 4 repêchages dans le War Room. Okay? André Dawson, on l'a repêché parce que le gars qui l'a repêché, son scout, il avait été gérant pour John McHale. Ils n'ont pas repêché un de ses joueurs encore. On a sorti sa liste, on a trouvé André Dawson. Gary Carter. Okay? Bob Zook, c'est lui qui est responsable du recrutement en Californie. Il nous dit repêchez-les 5e. Oui, mais tu me dis que c'est un premier choix de repêchage. Moi, je peux pas dans les listes. Il dit oui, mais personne ne l'a vu. Il joue à la Rico, c'est un receveur, il a mal au genou. On l'a repêché, il ne fait pas courir. Dawson n'avait pas de bras. C'est là le lien que tu soulignes. Guerrero, le père, si ce n'est pas de Jesus Alou, il ne joue pas au baseball majeur. Il est dans les estrades, il porte ses bottes de cowboy, excuse-moi, ses bottes de travail. Il regarde les gars pratiquer. D'un coup, Jesus disait hey, viens donc te lancer. Ah non, ça ne me tente pas, je suis bien ici. Il n'a même pas fait une carrière au baseball. Vladimir Père. Et là, Jesus s'est dit viens frapper. On l'a signé pour 2 douzaines de bâtons pour quelques mille piastres. Avec son frère Wilton. C'est ça qu'on est allé voir. On est allé voir Wilton, les Dodgers ont signé Wilton, l'autre a signé les estrades. Wilton était bon, mais l'autre n'était pas pire. Mais c'est l'autre était quand même. Éric soulève. Le côté humain est encore très important. Le côté humain, quand on parle de la culture, là, la culture, on parle de scout. Dans le temps, moi, les Dodgers, je vais revenir les Dodgers parce que c'est la seule organisation que je connais de A à Z. Mais les scouts qui étaient là, ça faisait 20, 30, 40 ans. OK? Les coachs étaient là, ça fait 10, 15 ans. Fait il y avait une relation qui se passait par rapport aux scouts, par rapport à la culture, qu'est-ce qui se passe au front office, qu'est-ce qu'on a besoin dans le milieu avec les coachings. C'était ça la transition qu'il y avait toujours. C'est pour ça que les bonnes équipes, ils ont tout le temps les minor league coachs qui sont là, qui sont bien payés, sont là. Ça fait longtemps qu'ils sont là, ceux qui suivent leur noyau de joueurs, comme les Dodgers avaient fait avec les gars comme Russell Martin, puis les James Looney, puis les Matt Kemp. Tous ces joueurs-là, ils sont suivis pendant longtemps ensemble. James Billingsley, tous ces joueurs-là étaient ensemble pendant longtemps, puis il y avait le même coach qui était ensemble. Le gars qui a monté ça, c'est Mr. White, qui était à San Diego à cette heure. Ce gars-là, lui, ça fait depuis le début. C'est un des meilleurs gars qui va mettre les équipes ensemble. Mais tu sais, si tu n'as pas la relation avec les scouts, avec le front office, le respect de savoir, OK, Claude Petit, pourquoi il dit ça? Là? Pourquoi que j'écouterais Claude? Ben parce qu'il est crédible. Il est crédible, il voit quelque chose que nous, pas tout le monde voit, puis on sait qu'est-ce qu'il regarde, parce qu'on sait qu'est-ce que il comprend ce que la franchise a besoin, puis c'est ça qu'il regarde. La culture, ça ne se fait pas juste au niveau des joueurs, là, ça arrive avant. Moi, quand je suis arrivé avec les Dodgers, là, je croyais aux Dodgers par rapport au pitching, parce que je croyais avec qu'est-ce qu'ils coachaient, leur philosophie. C'est ça le plus important. J'ai cru à la philosophie. La raison pourquoi que les Yankees se font raser tout le monde, puis dans le temps que les Dodgers avaient le 6-inch rule, les choses, c'était juste t'adapter, que ce ne soit pas toi, que ce soit l'équipe. Tommy Lasorda disait le temps, c'est le nom in front, not the name in the back, that count. Tu sais, c'est ça commence juste le scouting. C'est qui qu'on scout? C'est quelle sorte de joueur qu'on veut? Tu sais, c'est sûr des talents. Il y a des talents incroyables, là, mais on parle de... Les premiers rounds, on le sait tout. Là, regarde, on repêche le meilleur joueur, mais après, c'est qui qu'on repêche? On repêche des personnalités, on repêche au hockey, on repêche des plombiers. On a des joueurs que peut-être qu'ils n'ont peut-être pas autant de talent présentement, mais on sait qu'ils ont un upside, puis on sait qu'ils vont bien représenter les Dodgers, ils vont bien représenter les Reds. Mais c'est ça le problème. Le monde ne voit pas long terme. Ils ne voient pas la culture que
OK, la relation que les scouts ont avec les coachs. OK, les coachs, tu sais, c'est qui qu'on a besoin? Moi, je suis un coach, là, j'arrive au mois de... Quand j'ai coaché avec les Rangers, là, ils m'envoyaient des joueurs. Aucune idée, c'est quoi? OK, c'est correct que ce gars-là, il fait ça, mais il n'y avait pas... Il n'y avait aucune... une chaîne de processus que pourquoi on signe ces joueurs-là, puis qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que nous autres, on a besoin, c'est quoi qu'on veut, l'équipe, en tant que culture, que pour représenter les Rangers. Il n'y avait pas une philosophie claire, en fait, c'est ça. Je vais te donner un exemple, là. On va parler de chez nous. Le Canadien, présentement. Le point que tu viens de soulever là, sont en train de construire une culture, sont en train de construire une image d'équipe, et on s'en va là. Ils ne gagneront pas demain matin, là. Mais on sait qu'est-ce qui s'en vient pendant les 5 prochaines années. C'est ça qu'on veut. C'est ces joueurs-là qu'on veut. On veut leur force de caractère, on veut leur grosseur. Il y a une culture qui est établie, qui avait été partie depuis le départ de qui? Depuis le départ de Serge Savard. Cette culture-là va être lâchée. On a vu maintenant, la culture est revenue. Ça, on touche chez nous, là. Regardons-là aujourd'hui. Pour la première fois depuis longtemps, on peut être optimiste. Je suis allé au tournoi de golf là, du Canadien. Ils ne sont pas gros, ça n'a pas de bon sens. C'était à l'époque de Serge Savard, tous des gros. Il y a une culture. La culture est là. C'est que Eric vient de souligner. La culture des Dodgers. Là, le Canadien a une culture. C'est ça qui est le fun. Mais c'est le message. C'est le message du top to bottom. Tu sais, le bottom, c'est les scouts. C'est pas compliqué. Là. C'est la façon d'économiser le plus d'argent, c'est de couper eux autres. On parlait de coach, des coachs qui se font tout le temps mettre dehors parce que les joueurs fait 20, 25 millions. C'est sûr qu'on ne mettra pas tous les joueurs dehors. Tu sais, c'est sûr. On va mettre le gars qui fait 450 000, 500 000, on le met dehors, puis on amène le gars qui fait chanter ça. Tu sais, ça, c'est la solution la plus facile. C'est de dire, OK, on va mettre un band-aid encore, on fait juste la même chose. Ça, c'est juste un manque de... En tout cas, on va être négatif, là, mais c'est juste un petit peu être lazy, un petit peu. Parce que, tu sais, ça prend du temps, là. Il faut être discipliné pour avoir ça. Les Canadiens de Montréal, ils ont le brand. Ils ont compté sur le brand pendant longtemps. Les Yankees, les Dodgers, ils comptent sur leur brand. Ils n'ont pas obligé d'arriver là. Tout le monde a une casquette des Dodgers. Tout le monde a une casquette des Yankees. Tout le monde met tu vois, le Canadien, le CH, là, c'est partout. Ils n'ont pas besoin de s'occuper de ça. Mais là, le problème, il faut cultiver une culture. Il faut que ça le cultive. Tu ne peux pas dire, on a une culture demain matin. Ça fait longtemps. C'est quoi la force des expos? C'est quoi la force des expos? Monsieur Brown, McKinney Fanning avait établi... Pardon? Le manque d'argent, c'était obligé d'être innovation. Ah, c'est vrai, mais il y avait... mais ça a commencé en 69 avec une culture. La première culture, c'était on va avoir des vétérans, des anciens joueurs que le monde va s'identifier. Mais entre ça va nous prendre 5 ans à construire une jeune équipe. Et après 4 ans, Carter, Tom Ladoname, Parrish, Valentine, ils sont mis à gagner jusqu'à 19, mais ils sont toujours mis à gagner après ça. C'est le manque d'argent qui les a empêchés. Mais la culture était là. Ouais. La culture était là, il ne faut pas l'oublier. Puis aussi, il ne faut pas oublier que les joueurs sont encore plus prêts que nous autres quand on arrivait là. Quand on arrivait là, on n'avait pas les collèges qu'on avait là, on n'avait pas toute l'information qu'on a. Là, les joueurs, là, comme un gars comme Skeens puis un Harper qui arrive là au high school, là, c'est les joueurs avancés par rapport à nous autres. Là. On avait besoin de 5 ans. Mais là, le rebuild, ça ne prendra pas 5 ans. Là. Ça prend 2 ans et demi, 3 ans de vraiment de discipline. Puis les joueurs vont tous sortir. Hein. Ils vont sortir. Les joueurs sont bons, sont vraiment bons. Ouais. Tu leur donnes une chance. Sauf si tu joues pour les White Sox de Chicago. Mais bon. Ouais, hey, je vais en prendre. Le temps file, le temps passe, puis encore plein de sujets que je vais aborder. Mais tristement, j'en ai un que je vais choisir parce que j'ai vécu. Moi, pendant mes vacances, je me suis tapé un petit voyage de balle. Oui, je suis allé voir les Nationals, je suis allé voir les Phillies, mais moi, mon gros trip, c'est d'aller voir du 2A, du 3A. On est quand même très gâtés dans la région de la Nouvelle-Angleterre, puis la Pennsylvanie. Je suis allé à Harrisburg. J'ai eu un petit coup de cœur à Altoona. J'étais allé à Lehigh Valley. J'ai fini ça à Binghamton. Il faut que ça te tente d'aller à Binghamton, on s'entend. Et c'est là, j'ai eu un petit pincement de cœur à un moment donné. Il y a eu de belles histoires. Parce que tantôt, on parlait des gros contrats avant même d'avoir joué dans le baseball majeur. Un nom qui m'est venu en tête, c'était Scott Kingery, qui a choqué dès qu'il a signé son contrat parce qu'il s'est mis trop de pression. Après ça, a suivi des blessures. Et là, je l'ai vu à Lehigh Valley avec une saison extraordinaire. Moi, c'est des histoires que j'aime en espérant, évidemment, de voir justement, de le revoir dans les majeurs. Évidemment, partout où j'étais, je m'amusais à regarder ceux qui étaient sur la liste des suspects. Comme vous dites, je vais vous préparer ça. Spencer Jones avec les Yankees, qui est le numéro 2 de l'organisation. C'est un gros nom. C'est un gros bonhomme aussi, me dire honnêtement. Il est gros. Après ça, je l'ai vu jouer Ma 2 surprise, fois. Là, excuse-moi, là. Ma surprise, c'est Dominguez. Il est à peu près grand et gros comme toi. Un peu plus large. Mais il n'a pas de ta grandeur. Il n'est pas grand, le voiture de centre, mais il frappe.
Lui, il est en train de Moi, tout démolir la stratégie des Yankees. je t'apprends Les pas grands, sa les tête. costauds. Je vais vous laisser les deux géants ici parler. Là, vous autres. Oh, il y aurait Bon, pu t'as du fun, c'est pas mais, fait, c'est pas fait. mais je vais en arriver à quelque chose qui, parce que tu le sais, évidemment, c'est la fin de la saison. La saison s'amène plus vite, plus court, est plus courte dans la Ligue mineure. Et je me souviens d'un match où c'était rendu quasiment 7-2 et ils ont mis un lanceur. De l'équipe perdante, a mis un lanceur pour faire ce qu'on appelle en anglais du mop-up, une espèce de balayage, on peut dire, de remplir juste, en fait, de manger des manches. C'est vraiment ça, de remplir des manches. C'est un jeune de 26 ans, je vais dire jeune parce que je n'ai 55 bientôt, qui avait une moyenne de points mérités de 5,86, si je ne me trompe pas. Il est dans le 2A. Je ne suis pas sûr qu'il va être là l'année prochaine. Je ne connais pas son histoire. Peut-être que c'était une saison difficile, peut-être que c'est un. Tu sais, mais à 26 ans dans le 2A à 5,86. Puis la question, je vais la diriger à Eric, puis par la bande, c'est sûr que Roger, t'en as eu plein d'histoires de même aussi, mais c'est quoi l'ambiance dans un club école quand tu le sais que pour certains, c'est le début? Ouais. Tu le sais que justement, les prospects, les joueurs qui sont la liste des 10 meilleurs ont des bonnes saisons, tu sais qu'ils s'en vont dans la bonne direction. Puis toi, tu le sais qu'à 26 ans, comme releveur, à 5,86 de moyenne, ça doit être quand même assez particulier. Est-ce que tu deviens conscient, tu t'accroches? Je regardais, puis je trouvais ça beau. Je voyais devant moi le début de carrière de certains et je voyais la fin du rêve pour d'autres. T'sais. C'est ça qui est dur de coacher aussi. De garder la même attitude des joueurs, là, des vétérans, un gars de 26 ans qui est dans le 2A, qui sait que c'est quasiment sa fin. Puis les jeunes, les garder vraiment de faire le job comme du monde, de jouer comme il faut, de courir tout, de pas être. On appelle ça des sorties vêtes, des vieux vétérans qui sont amers un petit peu par rapport à des mineurs à 5, 6, 7, 8, 9 ans. C'est ça qui est difficile un peu. Comme tu disais, ces joueurs-là, ils pensent juste. Oublie pas qu'ils ne font pas une scène. Ils ne font pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent de faire de l'argent. Ils pensent qu'est-ce qui va arriver dans la saison morte. C'est quoi je vais faire? Je vais être un chauffeur de Uber? C'est quoi je vais faire? Je vais avoir un autre contrat? C'est quoi qui arrive avec moi? C'est veut pas. Ils ont tout épargné sur la game au complet. Ils sont all-in 100%. J'espère qu'ils vont aller au collège. Ils ont quelque chose, un degree pour fall back in. Mais c'est ça qui est de valeur. C'est ça qui est dur. C'est ça l'envers de la médaille que le monde ne voit pas. Quand ça fait 26 ans, tu joues au baseball, ton rêve, tu n'arrêteras pas de le chasser du jour au lendemain. C'est veut pas. Tu ne peux pas dire je vais travailler tout d'un coup. On n'est pas de même. C'est pas dans notre DNA de joueur de baseball de penser comme ça. On pense toujours qu'on est capable, on va se rendre. C'est ça qui est de valeur. Il n'y a pas de plan B. Mais c'est dur. L'insécurité de la job, le lendemain, moi qu'est-ce que je voyais des bons vétérans qui vont garder une job, c'est des joueurs qui sont capables de rester positifs, sont capables d'avoir un gros impact sur les jeunes. Là, c'est là que tu regardes, c'est là la job des coachs, ou c'est là la job des vétérans. De dire, gars, là, je comprends, vous n'avez pas de job l'année prochaine, je comprends qu'on ne sait pas exactement, tu n'as aucune idée de où est-ce que tu vas arriver, tu ne fais peut-être pas dans nos plans, mais tu joues pour d'autres équipes. Tu es un leader, on a besoin de toi parce que par rapport, soit que ce soit un job plus tard, mais si tu aides nos jeunes là présentement, tu vas être quelque chose de vraiment important, un impact important. Fait que, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est ça qui est dur de coacher dans le A, dans le 2A, dans le 3. Dans le A et dans le 2A, c'est correct, mais dans le 3, c'est encore plus dur parce que là, tu as des joueurs que, tu sais, c'est sûr que c'est fini. Ils attendent juste de faire un autre job, que ce soit au Japon ou que ce soit off-season. Ouais. C'est difficile. Retourner dans le coaching ou un truc de même. Puis en fait, ce qui est triste aussi, c'est que lors de mon voyage, parce que je l'ai improvisé mon voyage, mais le but premier était d'aller voir Abraham Taureau parce que les As d'Oakland étaient à Cincinnati. Et j'ai texté la veille à Abraham pour dire hey, demain, je suis en ville. C'est le jinxé. On se voit-tu après la game, blablabla. Et il m'a répondu man, tu me verras pas, je viens d'apprendre qu'ils me mettent sur le release. Puis écoute, le cœur m'a fendu. Tu sais, je veux dire, le gars travaille tellement fort. Et c'est pas parce que c'est un Québécois, je veux dire, je pense qu'il méritait sa place. T'sais. Oui, depuis sa blessure, on sait qu'il s'est blessé à l'épaule, il y avait de la misère. On a vu l'impact que ça a eu, surtout contre les lanceurs gauchers. Parce que Abraham est un bidextre. Mais c'est quelqu'un qui a flirté avec le 300 très longtemps pendant la saison. On le renvoie dans le 3, puis le gars qu'on garde frappe pour 174 présentement. Oui, il a 24 ans, Abraham en a 27, mais come on! Honnêtement, non, mais je sais que je viens d'ouvrir une porte, on peut en parler, mais ce serait peut-être intéressant de parler à Abraham bientôt. Puis, c'est un gars qui va travailler fort, qui va avoir une place parce que c'est un joueur, un excellent joueur polyvalent. Mais tu as soulevé un point que ça m'intrigue. Alors, toi, est-ce qu'un gars qui a 5 coups de circuit, 21 points produits et 172 de moyenne,
doit jouer régulièrement. Ça dépend c'est quoi les plans, ça dépend ce qu'il a fait dans les clubs Deuxième écoles. but, Zaria de Baltimore. OK, j'aimerais ça qu'on lâche mes oiseaux 2 secondes. Non, mais comment qu'est-ce qu'on. Je reviens au point qu'on t'a dit toute la saison, Éric et moi. Le gars, il faut qu'il se développe. Halladay joue au deuxième but présentement. Le point, j'amène ça parce que tout à l'heure, tu as amené un point qui m'a réveillé encore. Je t'ai dit, tu m'as donné 2 coups aujourd'hui, toi, Éric. Faut que je me coucher. Tu as souligné le point que la moyenne n'est plus importante maintenant. Et c'est pour ça que j'arrive à ce point-là. De voir son 172 de moyenne, mais avec 5 circuits, 21 points produits, comment tu calcules ça pour le joueur de deuxième but des Orioles? Halladay, le jeune qui a monté. Bien, évidemment, on sait que il est attendu depuis longtemps. On sait que, tu sais, il a signé pour beaucoup d'argent. Ça fait toujours partie de l'équation aussi. Fait que tu lui donnes le temps. Il est plus jeune. C'est juste que, tu sais, je pense que... Comment tu vois ça, Éric, dans une course de même, de le voir là? Écoute, ça dépend. Là. Moi, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu économises des ressources. Enfin, je veux dire, tu investis des ressources d'un joueur, puis tu essaies de le faire croire. Tu sais, veux pas. Faut pas que tu sois trop en dents de scie en tant qu'organisation. Faut que tu dis aux jeunes, hey, restez even kill tout le temps. Là, si ça va pas bien, on l'envoie dessus d'un 3. On l'envoie. Tu sais, à un moment donné, tu arrêtes les changements, faut que tu le laisses frapper. Je comprends pourquoi il laisse ça, parce qu'on l'a vu le potentiel, on sait ce qu'il est capable de faire. Là, c'est la confiance, des choses comme ça. Y a-tu besoin de la confiance dans le 3 qui l'ont déjà fait? Puis ils se disent, OK, on a déjà fait cette étape-là, on l'emmène dans la majeure, puis on croit en toi. Fait qu'il y a une grosse valeur dans dire aux jeunes que tu y crois. Fait que, tu sais, on ne peut pas comparer Taureau. Taureau, c'est un joueur que. Tu sais, c'est un joueur que il va être. C'est un bon complément à toutes les équipes. C'est un leader, c'est un gars qui il a perdu, il s'est fait releaser 5 fois. Tu sais, c'est veut pas, là. Ce joueur-là, il va percer. Ça, c'est pas un problème. Mais il n'y a pas personne en arrière de lui pour le backer. Il n'y a pas personne en arrière qui a mis, comme on parlait Claude Pelletier, qui a mis son nom en arrière de lui. Il y a un gars, il y a un nom, puis il y a une organisation, puis il y a l'argent. Fait que tu sais, veux pas, tu vas être beaucoup plus patient. Tu investis pas mal plus de ressources sur ce joueur-là. Mais un gars comme Taureau, ça ne m'inquiète pas pantoute. Ça ne m'inquiète pas du tout. Il va penser à l'année prochaine. Je trouve ça dommage que, je veux dire, c'est mérité. Parce qu'on le vécu, parce qu'on le sent tellement. C'est un Québécois, c'est un joueur de nous autres. Il fait partie de nous autres. Tu sais, veut pas, on le veut là. C'est ridicule qu'ils ne voient pas le talent, ils ne voient pas le leadership. C'est ridicule, ils ne le voient pas. Mais écoute, c'est normal. Ça prend du temps. Ça prend du temps à s'établir. Ça prend du temps d'avoir un coach ou 2 coachs. Il joue avec des coachs différents chaque année. C'est pas personne qui va dire. C'est ça qui est dur un petit peu. C'est ça qui est de valeur. Mais il va y avoir une équipe. Moi, je serais à Toronto, je le signe tout de suite. Demain matin, tu le signes, gars, là. Tu t'en viens, là. Tu es notre joueur de 3A, tu es un joueur d'assurance, de tout. Tu dis ça, c'est ça qu'on va faire. Tu vas avoir tes 600 at-bats l'année prochaine, 3A ou majeur, on ne sait pas. Fais juste ça, puis je te garantis que ça va aller bien. Il va y avoir une place qui va peut-être se faire valoriser. Il y a besoin d'un hitting coach qui va comprendre c'est quoi exactement qu'il a besoin. C'est quoi qui. Tu sais, c'est dur. Quand tu changes de coach à chaque fois, tu écoutes tout le temps tes coachs. Je ne peux pas dire non, je ne t'écoute pas. Tu vas dire que tu étais un majeur pendant 2 mois. Je pense qu'en tout cas, il avait prouvé qu'il était capable de rester en haut. Oui, je sais, c'est un Il est capable d'être en haut. Il est capable d'être en haut aussi. Il y a des options, des choses comme ça. Tu sais, tu ne peux pas redescendre un joueur parce que tu vas le perdre au balotage, des choses comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis Abraham ne veut pas cette valeur, il est un petit peu plus vieux, mais il va être correct. Il y a le Japon, il y a beaucoup d'options. Il y a le Japon, il y a partout. Au Corée, il veut faire de l'argent partout à jouer au baseball. Son caractère, il est bon, il va bien aller. Tu sais, c'est juste qu'il n'a pas sa chance. La chance, il l'a eu. C'est juste que money, c'est juste la longévité. Ça va arriver. Ouais. Hey, on y va vers le sprint final parce que le temps passe encore une fois. On va commencer évidemment à faire un survol du côté de Trois-Rivières, du côté des Aigles de Trois-Rivières. Un petit tour chez les Aigles, oui, parce que ça a été une fin de saison très difficile. On se souvient quand on était au match des Étoiles à Québec, l'optimiste de Ed Pelletier et de la gang de Gladu qui participait au match des Étoiles, qui était là. Et vraiment, tu sais, le classement était serré. Une petite dégringolade. Le résultat, évidemment, autant dans les majeurs que dans les ligues indépendantes, c'est le coach qui a écopé. Après 3 ans, Matt Rush a été congédié. On essaie de le garder dans l'organisation parce qu'il est très populaire auprès des joueurs en tant que personne. Je pense que pour ceux qui ont suivi la saison des Aigles, des fois, il y a des situations que moi-même, j'ai été témoin à certains matchs. Quand tu vois que ton closer, excuse-moi, mais ton revers numéro 1 arrive en 6e, 7e manche, c'est un peu particulier. T'essayes-tu des affaires, je ne sais pas. Mais ce qui est particulier ici dans le cas des Aigles, c'est qu'ils ont 8 vétérans. Parce que quand on dit vétéran, je pense que tu arrives à un certain nombre d'années. Tu peux seulement garder, c'est un peu comme dans la Ligue de hockey jamaïcaine du Québec, tu peux seulement garder 3-20 ans.
Dans la Ligue indépendante, dans la Frontier League, tu peux garder seulement 2 vétérans. Je pense que c'est 5 ans et plus. Tu me dirais, Eric, si je me trompe ou si je suis dans le champ. Mais LS5. C'est ça, c'est 5? Oui, c'est ça. Mais c'est 5, ça s'appelle LS5. Je pense que c'est League Service 5. Là. Je pense que c'est par rapport à les joueurs d'impôt. Je ne suis pas sûr exactement, là. Mais Roger. Ouais. Je prends une bouteille d'eau, celle-là. Non, mais en tout cas, ils vont avoir une décision difficile à prendre parce que, tu sais, je parlais justement avec les gars de l'organisation, puis comme Gladu est sur cette liste-là, LP, lui, est protégé, il n'a pas encore ses 5 ans. Jason Terrien, dans cette liste-là, il y a 8 joueurs, 8 vétérans, dont 2 Québécois, Terrien et Gladu. Ils peuvent seulement garder 2 sur 8, ça va être des décisions difficiles. C'est un drôle de règlement tant qu'à moi. C'est ça, Non, c'est un bon règlement. Non, c'est un bon règlement. Ça dépend parce que moi, OK, j'avoue que c'est un règlement. Moi, j'en mettrais plus de joueurs vétérans parce que qu'est-ce qu'on veut pas. On veut un gars comme Lantigua, on veut un gars comme Jason Terrien, on veut un gars comme Carl Gélina. Il faut que tu sois limité. Il faut que tu sois limité. Tu as besoin d'une limite, ça je comprends aussi, parce que veut pas, tu peux pas avoir juste des vétérans parce que tu n'as pas le choix, mais il y a beaucoup. Tu développer tes joueurs pour la relève aussi, là. Mais... moi, j'ajusterais le règlement parce qu'on a beaucoup plus de joueurs autonomes aussi. Parce qu'il y a beaucoup moins de joueurs de mineurs. Puis là, veut pas, ça va encore diminuer sûrement. Puis qu'il y a encore plus d'un influx de joueurs. Il faut qu'il augmente le nombre de joueurs. Parce que comme tu as souligné, Eric, il faut que tu augmentes le nombre de joueurs parce que tu en as moins des mineurs. Fait que tu as moins d'équipes des mineurs, tu as moins de joueurs qui s'en viennent. Il faut y aller. Mais pour revenir à Trois-Rivières, ils doivent maintenant, qu'est-ce que Eric a mentionné tout à l'heure, ils doivent établir une culture. Quelle culture? Celle qu'ils veulent prendre. Québec a une culture. C'est assez clair, merci d'ailleurs, Québec. Non, mais ce que je veux dire, c'est autour de Trois-Rivières maintenant, à leur tour d'établir une culture. Une fois qu'ils vont établir la culture, ils vont pouvoir dire, mais c'est lui qu'on veut comme gérant. Mais avant de prendre un gérant, il faut que tu décides ce que tu veux faire. C'est pas dire on engage lui comme gérant, mais si tu ne donnes pas la culture, tu veux travailler avec, c'est impossible. Tu dois établir une culture. Écoute, c'est le temps de le faire parce qu'évidemment, on est au mois de septembre, donc les candidats, la liste, c'est le temps de les approcher. Il y a un manager, dans la Ligue indépendante, là, c'est tellement difficile là, de trouver des joueurs. C'est pas juste je vais être coaché, c'est juste ça. Là, faut que tu scoutes des joueurs, faut que tu être capable de dire faut que tu vendes la ville. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, puis il n'y a pas l'argent non plus. C'est pas comme t'es pas agent libre, dire je vais vendre à Québec. T'as pas le choix. Les équipes n'ont pas énormément d'argent et les ressources sont beaucoup moins grandes. Fait que, un manager et un coach, la responsabilité est énorme. Fait que, c'est qui t'amène? Il va vouloir avoir probablement les contacts pour les joueurs, puis que le respect des joueurs qui vont vouloir venir à l'intérieur. C'est ça un petit peu. La ville est incroyable. Ouais. Le stade il est beau. Tu joues à Québec souvent. La Ligue est bonne. Fait que, c'est quoi? C'est qui que tu as besoin d'amener là? C'est quoi que tu as besoin? Puis les contacts qu'ils ont, parce que c'est énormément. C'est pas juste coacher. Là. Coacher, c'est rien à part ça. C'est tout ce qui rentre en ligne de compte. Oui, mais je trouve qu'il y a marqué d'excellents points. Puis, mais écoute, à voir surtout ceux qui vont garder. Je suis quand même content de. Parce que, tu sais, on parlait justement quand Gladu, c'est drôle à dire, mais tu sais, c'est quand même quelqu'un qui a 28 ans, si je ne me trompe pas, qui a aussi une vraie vie. Tu comprends-tu? Ça devient plus une décision de qu'est-ce que je fais avec ma job, mon emploi. Et parce qu'en plus, tu sais, Gladu travaille dans Trois-Rivières, c'est un gars de Trois-Rivières, c'est un gars qui est ancré. Fait que ça devient des décisions, puis tu dis, pour certaines personnes, ça paraît évident, mais ça devient aussi des choix de vie qui sont pas toujours. On voit pas toujours l'équation complète, parce que tu sais, ces jeunes-là, parce qu'encore une fois, même à 28 ans, t'es encore très jeune, de justement, c'est quoi tes choix de vie à faire. Donc, c'est un bon contraste. C'est un bon contraste à avoir par rapport à faire 25-30 millions, puis jouer à Trois-Rivières, puis c'est des décisions de vraie vie qui se passent. Tu sais, c'est exactement, joueurs, je veux dire, on rêve encore. Tu demandes à tous les joueurs qui jouent là-bas. C'est sûr qu'ils ne vont pas être honnêtes à 100%. Ils ne vont pas dire oui, je m'en fous un peu, je ne me rendrai jamais à un majeur. Tous les joueurs, il y a une petite chance dans leur tête. Il y a toujours là qui disent OK, je vais me rendre. Il y a peut-être une chance que je me rende là. C'est pour ça qu'ils jouent et ils adorent le baseball. C'est ça la pureté du baseball indépendant. C'est les joueurs qui sont là, ils veulent être là. Ils veulent être là. Ils travaillent fort. Tu sais, c'est du pur baseball. Ah non, mais comme on disait tantôt, les joueurs que j'ai vus, le 26 ans, qui, avec sa moyenne n'a pas mérité le 5,86, va peut-être jouer au baseball indépendant. Le rêve continue, tu as l'opportunité. Mais parlons de rêve, man, de ce qui s'est passé du côté de Québec. Wow, c'était vraiment digne de Hollywood. Évidemment, le segment cette semaine au Stade Canac. Merci justement au Capital de nous envoyer les images. Là, écoute, c'est fou les statistiques qui ont sorti sur le nombre de fois que les Capitals faisaient face à l'élimination. Ou perdaient, ou vraiment dans un match, les retours qu'ils ont fait
dans des matchs clés du côté des Capitals. Il y a quelque chose de magique autour de cette franchise-là. On sait évidemment que, tu sais, on parlait de culture, elle ne peut pas être plus claire qu'avec Michel Laplante qui est à la tête. Et pas juste Michel ne fait pas tout. Il est super bien encadré, super bien entouré. Ils ont les mêmes personnes depuis très, très longtemps. Fait que, et quelle histoire que c'est, parce que la finale de la Frontier League à laquelle le Capital participait, c'est un 3-5. Ils ont perdu le premier match contre l'équipe, les Wild Things de Washington, mais pas Washington DC, Washington en Pennsylvanie. Donc, un autre Washington. Et on est au stade Canac. Ils perdent 6-1. Et on est en fait, à un moment donné, ils perdaient 6-1. Là, c'était rendu qu'ils perdaient 6-4. 6-3, 6-4. Et on voit le jeune Quirion qui vient au bâton. On a le vidéo, il faut qu'on voit ça parce que c'est vraiment quand même assez hallucinant. Est-ce qu'on peut le montrer tout de suite? Simon, go! Ça tombera où ça voudra, mais en jeu et en lieu sûr. Il y a des rally caps dans les estrades. 1 et 2. Cible au coin extérieur. Le tir. La balle est frappée! Oh! Les Capitals sont champions! Les Capitals sont champions de la Ligue frontière! Les Capitals! Kiki! Sans aucun bon sens, Marc-André. Wow! Anthony Quirion avec une vraie longue balle des ligues majeures. Incroyable! Et c'est la victoire, c'est le championnat, c'est incroyable! Wow, ça me donne Des fois, j'ai la misère à lire entre les lignes, mais je pense que je pense qu'il était content. Je suis pas sûr. Ça manquait d'évidence un peu dans l'expression des commentateurs, mais man, Non, je veux dire qu'est-ce que les commentateurs ont fait pour nous. Ils ont fait vivre le moment. Ils ont fait leur travail. Ouais, mais non, mais écoute. incroyable. Spectaculaire. Non, mais tu voulais être là. L'émotion s'est fait transfert par rapport à, tu sais, c'est là, on disait, comme Roger nous a fait vivre tellement des beaux moments, puis on se rappelle de tout ça, puis c'est la même affaire qu'un Quirion. Mais là, tu sais, pour les gens, quand ils vont le merci beaucoup, t'es bien fin, Eric. Par contre, quand tu as retiré les expos en l'heure avec des coureurs en position de marquer, maintenant de l'enthousiasme, peut-être les seules fois, je ne prenais pas pour les expos. Je dois te dire honnêtement. Très drôle. Mais écoutez, quelle histoire encore une fois. Tu sais, ça a été un début de saison un peu. Des fois, la veille aussi. La veille aussi, ils sont éliminés. Circuit finir le match. Le lendemain, circuit. Incroyable. C'est un film. Un film que personne ne croirait. Non, puis on l'a souligné, puis on ne finira pas de le souligner. Je veux dire, tu sais, je parle aux gens, honnêtement, si vous n'avez jamais eu de l'expérience, tu n'as même pas besoin d'être un fan de baseball. On souhaite que Trois-Rivières finisse par développer ce genre d'engouement-là au stade. Moi, quand j'étais cette année, il y avait quand même beaucoup d'atmosphère, c'était vraiment le fun. Mais du côté de Québec, tu n'as jamais vécu ça. Tu n'as pas le choix d'y aller au moins une fois. Puis je le répète, tu n'as pas besoin. C'est une sortie de famille extraordinaire. Tu as la vue sur la ville de Québec. Le stade est quand même assez hallucinant. Et des histoires qu'on vient de voir, il y en a, on dirait, à chaque année du côté des Capitals. Ils changent de ligue. C'est une nouvelle ligue. Ils vont avoir de l'expansion, mais ils réussissent année après année à garder. Puis non seulement une culture gagnante, mais c'est aussi de loin à chaque année, là où la moyenne des gens, j'ai encore fait l'expression en anglais, là, mais le tendance, les gens dans les estrades, moi, tu le dire, là. Le sentiment d'appartenance, on parlait là, de la culture, le sentiment d'appartenance que les fans ont avec l'équipe à Québec, c'est vraiment incroyable. Tu sais, ça fait partie de la ville. C'est le heartbeat. Tout ça. Tu vois que le monde là-bas, ils ont connu, tu sais, les Carl Gilina, tout le monde, ils connaissent tout le monde dans les estrades. Tu sais, c'est ça qui est important. C'est ça un petit peu que moi, quand on a gagné là-bas en 2009, je pense, en 2009, c'est le même feeling que j'ai eu. Tu sais, tu voyais, tu sentais les fans des estrades qui étaient contents pour nous autres. Puis, tu sais, c'est les fans puis les joueurs, c'est la même chose. Fait que c'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire à Québec. Parce que ça fait longtemps, ça fait 25 ans. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça fait 25 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ça fait 25 ans qu'un gars comme Laplante, un gars comme Scalabrini, un gars comme Myles Wolff qui croit au baseball indépendant, là, allez voir ça. Parce que c'était tellement beau, c'est tellement le fun. Puis tu ne penses pas à l'argent, tu penses juste à regarder les jeunes jouer au baseball. C'est un terrain incroyable qu'ils ont fait à Québec, synthétique, c'est vraiment impressionnant. Ouais. L'impact sur la ville, sur les jeunes aussi en développement. Donc, bravo au Capitaine. Hey, messieurs, c'est encore une fois tout le temps qu'on avait, mais je sais que c'est un podcast, on n'a pas vraiment de temps, mais si on n'arrête pas à un moment donné, je continuerai. Je vais me commander un lunch, je te parlerai encore pendant 4 heures. Fait que,
Man, tu l'as dit, Roger, une couple de jabs d'Éric qui nous ouvre l'esprit. Moi, c'est ce que je ressens tous les fois que je parle avec vous autres. J'ai l'impression d'être un petit cul de 4 ans qui est assis et qui regarde des sages parler, puis j'en suis très, très flatté. Donc, hey, on se revoit de très bientôt. Merci à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Vous savez évidemment où nous suivre sur les réseaux sociaux. On l'affiche ici. Merci à la réalisation, merci à Simon, merci à toute la gang. Et c'est un rendez-vous qu'on remet très bientôt. Désolé, ça a pris un petit peu d'absence entre le dernier et celui-ci. Les vies de fou, mais on travaille là-dessus. Donc, hey, ciao tout le monde. On se reparle bientôt. Merci. Là. Bye-bye, là. Bye-bye. Game Over, une présentation de Baseball Québec. On ferme les lits, c'est terminé. Qui monte sa petite et gagné avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Puis avec tes lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over.